Bonjour, je suis Vanina Prélat-Lerminier. Nous sommes ensemble pour lancer la deuxième partie de notre semaine d'influence stratégique et je vous remercie d'être avec nous ce matin. Avant de commencer à détailler le programme, je vous rappelle que le troisième et dernier volet de cette semaine de l'influence se passera demain à 11 heures. Il s'agit du Grand Prix de l'influence. Si vous avez envie de découvrir les campagnes que nous avons primées comme étant les plus créatives du secteur, je vous invite, avec le lien que vous enverra Romain, mon binôme technique, dans le chat, à vous connecter demain à 11 heures pour assister à ce Grand Prix. Quant à ce matin, si on revient au programme d'aujourd'hui, nous allons attaquer deux grands sujets de l'influence 2021. Première partie, le social commerce, qui est une tendance dont on parle de plus en plus. On a décidé de l'explorer très concrètement en allant découvrir en fait les stratégies de marques extrêmement différentes. D'un côté, L'Oréal, 111 ans d'existence, 56 marques, toutes différentes en termes d'ADN. Et de l'autre côté, vous le voyez à mes côtés, le slip français Robin Caillot, Head of E-Commerce, qui effectivement est une est une marque sociale née il y a 10 ans sur les réseaux sociaux. Nous attaquerons ensuite la nano-influence. 43% des individus aujourd'hui écoutent leur père pour acheter. Donc vous et moi sommes devenus des nano-influenceurs. Comment on travaille cet outil? C'est ce que nous découvrirons avec une table ronde. Mais place à la saga du slip français avec Robin Caillot. Robin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation pour décrypter un peu à travers vous et à travers votre état d'esprit comment se travaille le e-commerce et le social commerce aujourd'hui. Alors déjà, je voudrais revenir sur votre histoire pour poser le débat puisque vous avez quand même une histoire extrêmement particulière et très contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, alors le slip français, c'est vrai que dans l'esprit des gens, c'est une marque très très jeune, mais finalement, en fait, en 2021, on a la chance de fêter nos 10 ans d'existence. Donc à l'échelle du web et des DNVB françaises, c'est déjà un sacré parcours qui a été franchi. Donc la boîte a été créée il y a 10 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. On est une DNVB, donc aujourd'hui, on se considère plus comme une PME que comme une start-up. Le slip français aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est une centaine de salariés, 60 au siège et 40 en boutique. C'est 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, principalement fait sur le web. On y reviendra juste après. Donc 65% sur le web et 35% soit dans nos 20 boutiques physiques, soit chez nos 180 revendeurs. Donc en gros, on a le site web d'un côté et à peu près 200 points de vente physiques. Et après, il y a beaucoup de choses. On pourra revenir un petit peu sur la frise chronologique, mais dans les éléments très intéressants de 2020, il y a eu la refonte de notre plateforme de marque et le passage de l'entreprise de statut à mission. Donc l'entreprise est à mission depuis l'été dernier. On pourra aussi détailler ce que ça veut dire. Mais en gros, il y a eu beaucoup de sujets, beaucoup de chantiers depuis ces 10 ans. Alors oui, vous m'expliquez justement que vous aviez été une marque pionnière car engagée à l'époque où le Made in France était encore quelque chose de très spécifique. C'est devenu très en vogue, donc vous vous êtes senti dans l'obligation, vous, de redéfinir vos engagements puisque ces engagements, vous n'étiez plus seul à les porter. Et il vous fallait aller plus loin. La loi Pacte, effectivement, qui aujourd'hui autorise d'inscrire des missions d'engagement dans les statuts, vous y a aidé et vous êtes entreprise à mission depuis l'été 2020. Aux côtés de 100 autres entreprises françaises. Vous êtes né par le e-commerce, tout a démarré du site web. Comment vous gérez ce sujet aujourd'hui? Voilà, quelle est votre stratégie ou en tout cas votre état d'esprit global sur ce sujet-là qui est quand même votre colonne vertébrale? Oui, alors nous, évidemment, la marque a été créée il y a 10 ans. C'était le plein essor du Made in France, comme vous le disiez. Aujourd'hui, le Made in France, il y a beaucoup de marques qui sont positionnées dessus. Donc nous, on essaye de faire notre petit bonhomme de chemin avec transparence, honnêteté, efficacité. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui sur le Made in France et c'est tant mieux. On peut que se féliciter de voir que les gens sont de plus en plus sensibilisés à la consommation locale responsable. Nous, par rapport au web, en tout cas, le site web, forcément, son poids dans le chiffre d'affaires a décru au fur et à mesure des années de l'ouverture des boutiques et des points de vente. Mais après, c'est vraiment toujours resté au cœur de nos stratégies. D'ailleurs, aujourd'hui, même au niveau RH, l'équipe web est une des plus grosses équipes au siège. Et on a vraiment le souhait à la fois de continuer à cranter notre site, à l'améliorer avec plein de nouvelles fonctionnalités, à proposer la meilleure expérience possible. Et en parallèle de ça, on a aussi le souhait de continuer à animer notre communauté. Alors,
potentiellement, les réseaux, on le verra tout à l'heure, ont un peu évolué, hein. À la base, on est une marque qui s'est vraiment créée sur Facebook et YouTube principalement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus varié que ça. Mais en tout cas, on s'appuie vraiment sur ce point fort et on a décidé notamment de ne pas avoir de revendeur web en parallèle de notre site parce qu'on veut vraiment que l'expérience soit la plus qualitative possible et qu'elle soit surtout gérée par nous aujourd'hui. Voilà, mais vous avez quand même diversifié avec du point de vente, c'est Ouais, ça, et des revendeurs physiques, pas web, mais physiques, 180 revendeurs, je crois, sur le territoire, ouais, pour c'est ça. élargir un peu la portée de votre marque qui s'adresse, comme vous me le disiez, de 7 à 77 ans. Ouais, tout à fait. En fait, du coup, nos 20 boutiques physiques sont dispatchées partout dans le territoire et également nos 180 revendeurs où on a des revendeurs, des petits indépendants en région ou alors des gros corners dans par exemple, des Galeries Lafayette ou des BHV dans le cœur des centres-villes. Donc, c'est très, très varié. Ça nous permet vraiment aujourd'hui de toucher un maximum de monde puisque aujourd'hui, comme on travaille avec 29 ateliers partenaires partout en France, c'est plus du tout une marque qui est uniquement urbaine destinée aux Parisiens, mais évidemment, c'est une marque qui s'adresse à tout le monde en France. Alors, vous êtes une entreprise à mission, on l'a dit. Vous avez réorganisé en fait votre positionnement autour de 3 piliers qui sont environnementaux, sociaux, citoyenneté, diversité. Pour autant, vous êtes aussi une marque de e-commerce. Vous travaillez de fait avec les plateformes, ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA. Est-ce que ce sont 2 sujets qui peuvent cohabiter? Les GAFA aujourd'hui sont sous le feu des critiques pour des raisons de retombées fiscales sur le territoire, pour des raisons de non-emploi sur le territoire. Ça veut dire que l'empreinte socio-économique n'est pas forcément idéale lorsqu'on passe par eux. Comment vous vivez finalement ce sujet par rapport à votre l'engagement de votre entreprise qui est réel et très fort? Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être préciser un petit peu ce qu'on veut dire par les trois piliers dont vous parliez. L'impact environnemental, c'est essayer de, évidemment, le moins polluer possible. À partir du moment où on fabrique un vêtement, malheureusement, on pollue. Mais l'idée, en tout cas, c'est que les vêtements n'aient pas fait 3 fois le tour de la planète avant d'arriver sur une étagère dans un magasin ou sur notre site. Et c'est d'utiliser le maximum de matières éco-responsables. Ça peut être des matières recyclées, ça peut être des matières bio, ça peut être des matières locales. Donc ça, on a des vrais objectifs hyper concrets cette année, notamment notre collection d'été, il y aura 50% de produits éco-responsables, donc c'est énorme et c'est une énorme avancée pour nous. Donc sur cette partie environnementale, on essaye vraiment de la matière jusqu'à la boîte, donc vraiment toutes les étapes de A à Z, de tout concevoir en France. Après, sur la partie sociale, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a une centaine d'emplois en direct, mais aussi 200 emplois indirects qui sont générés dans les 29 ateliers partenaires. Donc, on n'est pas propriétaire de ces ateliers, vous l'aurez compris, c'est des ateliers partenaires qui produisent pour nous. Et en fait, forcément, on essaie d'avoir un impact territorial, de réindustrialiser tout un tas de régions, de protéger des savoir-faire extrêmement vieux qui faisaient la force de la France par le passé. Et du coup, nous, notre souhait, c'est vraiment en tout cas de s'appuyer sur cette partie-là. Évidemment, toute notre activité est basée en France. Et après, le dernier pilier, c'est la diversité et la citoyenneté. Le site français, notamment pendant 6 ans, était un des plus gros donateurs du Téléthon. Désormais, on va s'investir sur 2 projets associatifs qu'on vous présentera très bientôt, qui sont encore sous embargo. Mais l'idée, en tout cas, c'est aussi vraiment d'être un acteur citoyen, de participer à tout un tas d'actions pour faire changer les choses à notre niveau. Et puis, suite à ce qui nous est arrivé l'année dernière avec l'épisode du Blackface, on a décidé aussi, plutôt que les longs discours, de créer avec Mosaic RH et Diversity Days une initiative qui s'appelle Take Your Place pour aider toutes les startups dont nous faisons partie, mais il y en a plein d'autres également, qui ont des sujets de diversité en interne. Et donc pour favoriser la diversité, c'est une initiative qui est notamment soutenue par Isabelle Moreno, notre ministre aujourd'hui. Donc voilà, on est sur plein de chantiers en parallèle et pas mal de ces chantiers ont effectivement été inscrits dans l'entreprise à mission. Alors oui, du coup, comment vous gérez avec tous ces engagements-là, le sujet de la plateformisation? On sait qu'on a beaucoup de controverses dans le milieu publicitaire. Oui, alors je peux juste pour revenir à votre question. Donc ça c'est toute notre plateforme et notre écosystème. Aujourd'hui, on essaye nous de travailler sur la partie publicitaire et plateforme avec un maximum de plateformes françaises ou qu'on considère en tout cas comme répondant à un certain nombre de critères qui nous semblent pertinents et qui collent à nos valeurs de marque. Après, évidemment,
Il y a tout un tas de plateformes qui ne sont pas françaises. Aujourd'hui, le milieu de la publicité est majoritairement pas français. Et en fait, évidemment, on va pas renier le fait que on a notamment pu créer le slip français grâce à Facebook et YouTube, qui sont, comme vous le savez, des plateformes qui ne sont pas françaises. Donc nous, ce qu'on essaye juste de faire, c'est d'avoir des rapports sains avec toutes ces plateformes et d'essayer, au même titre qu'on demande à nos partenaires, à nos ateliers partenaires, de ne pas être uniquement dépendants de nous et de ne pas mettre les œufs dans leur même panier. Nous, on essaie de faire la même chose avec toutes les plateformes. Donc on essaye de varier, on rentrera un peu plus dans le détail, mais grosso modo, nous, notre dépendance à Facebook et Google, elle est beaucoup plus faible que certaines autres DNVB. Voilà, en ayant, en conservant de très bonnes relations par rapport à une histoire commune au démarrage. Je crois que Exactement. votre stratégie repose, vous me disiez dans notre préparation que votre stratégie reposait sur deux choses importantes, votre stratégie e-commerce, l'importance du SEO et la valeur du test. Ça veut dire que c'est deux choses qui pour vous se conjuguent au quotidien? Ouais, tout à fait. Au-delà de quelles sont les bonnes ou les mauvaises plateformes vues par l'opinion générale, nous, ce qui nous importe aussi, c'est d'être le plus autonome possible et d'avoir la stratégie d'acquisition la plus saine possible. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est au global. Moi, mon sujet, c'est pas de chercher qui est américain, qui est français, c'est plus d'essayer de trouver les leviers d'acquisition qui sont les plus efficaces et les plus rentables et aussi les moins chers. Et donc, forcément, on a travaillé le SEO. Le SEO, c'est souvent une mission assez ingrate parce que c'est une mission de plus longue durée, c'est une mission plus technique. Et donc, nous, c'est vrai qu'on a énormément travaillé ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est à peu près 35% de notre trafic qui provient du SEO. Et après, en parallèle de ça, on a essayé de diversifier sur tous les leviers d'acquisition payante, tout ce qui était possible pour mener une multitude de tests. Voilà, ça peut être des tests sur des créas, des ciblages, des plateformes, c'est extrêmement varié. Mais nous, grosso modo, à peu près 30 ou 40% de nos campagnes chaque mois sont des tests en fait. D'accord. Vous me disiez aussi que vous aviez testé d'autres choses qui fonctionnaient plutôt bien. Vous êtes plutôt fan, ou en tout cas plutôt adepte, excusez-moi d'être aussi familière, de la vidéo, les plateformes intentionnistes, très très adepte aussi de l'affiliation. Il y a d'autres choses qui pour vous fonctionnent aujourd'hui? Oui, c'est effectivement, on a eu des très bons résultats en affiliation cette année parce que je pense que le confinement a permis aux gens aussi de se recentrer sur tout un tas de médias qui étaient un peu plus petits et donc de se focaliser sur le contenu. Nous, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que notre discours de marque est plus dense que les marques classiques de la mode, puisqu'on explique notamment la décomposition du prix, le sourcing des matières, l'impact social dont je parlais tout à l'heure. Donc en fait, nous, on essaye de trouver des médias qui s'appuient aussi sur des communautés, donc sur des réseaux pour amplifier le contenu de base qu'on produit avec eux. Mais en tout cas, c'est vrai que, par exemple, récemment, on a fait un article avec le média The Good Goods concernant la décomposition du prix français. C'est un article extrêmement bien marché qui était hyper viral. Et donc, nous, on essaye justement d'avoir des stratégies avec des dispositifs approfondis 360 degrés où on essaye de faire venir un maximum de personnes sur le contenu et pour ainsi leur faire découvrir la marque, pas forcément convertir instantanément, parce que c'est pas forcément notre unique enjeu, mais c'est de présenter aussi notre modèle qui, on l'espère, est vraiment différent de ce qui est proposé dans le reste de la mode. D'accord. Alors, vous me disiez aussi qu'en termes de ciblage, vous n'étiez pas forcément là où on vous attendait. Ça veut dire que vous n'étiez pas forcément uniquement sur des ciblages traditionnels de mode pour respecter vos verticales, mais que vous alliez un peu plus loin par rapport, parce que pour vous, je crois que l'engagement et le positionnement du marque, ça se travaille au quotidien. Vous cibliez donc de manière très particulière? Oui, en fait, quand vous disiez tout à l'heure qu'on visait de 7 à 77 ans, je pense qu'aujourd'hui, c'est au niveau de nos discours. Après, on a conscience qu'on est une marque premium et que par conséquent, quand on est étudiant, s'acheter un boxer ou un caleçon à 35 ou 40 euros, bah, forcément, c'est pas à la portée de toutes les bourses, surtout dans le contexte actuel. Mais néanmoins, on souhaite promouvoir notre modèle, qui est un modèle de slow fashion à l'opposé de la fast fashion. Et du coup, oui, c'est exactement ce que vous disiez. On essaie vraiment de s'appuyer sur des ciblages différents. Dans la mode, les ciblages sont assez classiques dans les plateformes, mais néanmoins, ce qu'on voit depuis 2 ans, que ce soit chez Google et Facebook, mais sur tout un tas d'autres partenaires, Criteo par exemple aussi, il y a des cibles beaucoup plus stratégiques qui ont été créées, des cibles autour du Made in France, des produits éco-responsables. Donc voilà, c'est des approches complètement différentes et nous, on préfère miser sur ces cibles-là parce qu'on pense que c'est des gens qui, du coup, ont une maturité plus importante par rapport à tous ces raisonnements-là et ça seront des clients plus fidèles. Et nous, c'est ce qu'on souhaite viser avec notre nouvelle plateforme de marque. Alors, on parle beaucoup du social commerce, donc tout le monde dit que ça va exploser, que ça a été fortement accéléré effectivement avec la crise sanitaire, qui a eu un impact pour tout ce qui touche à notre environnement. Quel est votre sentiment sur ce boom annoncé du social commerce?
Alors moi, comme je vous l'avais dit, c'est assez mitigé aujourd'hui. Nous, on a conscience que le social commerce est un levier hyper important et un canal direct to consumer qui est incontournable aujourd'hui. Après, nous, ce qu'on souhaite, c'est quand même continuer à expliquer toute notre démarche et la qualité de nos produits. Donc, en fait, c'est vrai que de sous-traiter le canal de vente à une entité complètement externe, ça nous pose un peu un problème. C'est d'ailleurs pour ça aussi que nous ne sommes pas sur des marketplaces aujourd'hui françaises ou étrangères. Mais néanmoins, évidemment, ça bouge énormément. Les chiffres de consommation des réseaux sociaux ont complètement explosé cette année. Et nous, c'est vrai qu'en plus, historiquement, on est connoté marque de sous-vêtements masculine et qu'en fait, aujourd'hui, on fait de l'homme, de l'enfant, du mixte. On fait également de la femme, évidemment. Et en plus des produits, on ne s'est pas du tout arrêté aux sous-vêtements. On fait aussi des maillots de bain, du prêt-à-porter, des accessoires. Donc, c'est vrai qu'on a une diversité des produits qui est beaucoup plus large et forcément d'avoir cette possibilité via notre flux produit de toucher des gens directement sur les réseaux sociaux, là où ils consomment en plus beaucoup de temps, c'est vrai que c'est de plus en plus efficace. Après, nous, on a quand même l'impression parfois de dénaturer un petit peu nos discours parce que c'est très uniformisé et très standardisé. D'accord. Vous me disiez aussi que le live commerce, qui pareil est beaucoup de marques françaises là commencent à s'y essayer depuis 1 ou 2 mois. Vous étiez un peu, en tout cas attentiste sur le sujet, pour ne pas dire sceptique. Bah, alors en fait, nous, on attend de voir parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances où on en parle énormément dans les médias, et puis finalement, ça devient jamais vraiment une tendance de fond. Ce qui est sûr, c'est que le live shopping, ça cartonne en Asie, notamment sur de la cosmétique et de la parfumerie. En France, pour l'instant, les exemples sont plus rares. Nous, ce qui est sûr, c'est qu'on est pour parler avec certains partenaires pour en faire. On discute notamment avec VP, qui a décidé d'intégrer du live shopping directement dans leur plateforme. En fait, le sujet du live shopping, au-delà de la manière dont on peut présenter les choses, il y a deux questions. C'est comment on arrive à générer un énorme trafic sur cette séance de live shopping. Et la deuxième question, c'est un peu qui est-ce qui présente le produit. Est-ce qu'on fait appel à des influenceurs, à des spécialistes en interne qui connaissent très très bien le produit? Est-ce qu'on sollicite pas des clients? En fait, la question du format aujourd'hui, elle n'est pas encore vraiment tranchée en termes d'efficacité. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Après, on pense que ça peut être vraiment une manière sympathique d'humaniser la marque et le rapport au client. Donc, on y réfléchit. Après, comme beaucoup d'autres sujets, on n'a pas forcément envie de se précipiter. TikTok aussi, c'est une plateforme sur laquelle on est allé, mais 2, 3 mois après, pas mal de marques. On assume, mais on préfère avoir des positionnements et des stratégies plus affinés plutôt que de se jeter à l'emporte-pièce sur certains sujets. D'accord. Vous me disiez aussi, par rapport au social commerce, qu'il y avait quand même un taux de transformation sur mobile qui était encore peu significatif. Ça veut dire qu'on réfléchissait, on faisait beaucoup de choix sur mobile, mais on ne transformait pas encore sur mobile, c'est ça? Exactement. C'est vrai qu'on constate beaucoup de consultations. Nous, pour info, en termes de ratio, comme beaucoup de marques, on a presque 60% de notre trafic qui est mobile et 35 à 40% de nos achats qui sont mobiles. Donc, il y a toujours le gap entre les visites et les conversions. Et après, quand on est sur du pur social commerce, avec consultation, par exemple, de la boutique sur Instagram, on voit que ça génère pas forcément encore autant de conversions que souhaité. Après, nous, avec le positionnement prix premium et tout le discours autour du produit, en vrai, on n'est pas extrêmement surpris. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ça permet de booster la notoriété, de mieux faire connaître la profondeur de gamme. Et après, là où on a de la chance, c'est que par rapport à d'autres marques, les customer journées peuvent être très longues. Chez nous aussi, français, elles sont d'une dizaine de jours entre le moment où on découvre la marque et le moment où on achète. C'est évidemment une moyenne puisqu'il y a des achats d'impulsion. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez intéressant de se dire que le social commerce peut être un vrai levier à l'avenir puisque justement, le fait que la fenêtre de tir soit pas très très longue est assez adapté à ce genre de canal. Alors, on est dans la semaine de l'influence de stratégie. Dernier sujet évoqué, comment vous travaillez votre influence en quelques mots? Oui, alors nous, historiquement, l'influence, on l'a traité dans l'équipe social media organique en direct avec les influenceurs, notamment en fin d'année où c'était la grande messe de l'influence. Après, évidemment, ça s'est professionnalisé et énormément structuré depuis 1 an. Et en fait, l'approche qu'on a eue depuis l'été dernier a complètement changé. On a décidé d'intégrer ça dans mon équipe, dans le pôle acquisition payant. Et en fait, du coup, on a tenté pas mal de démarches sur le deuxième semestre. Soit on a fait appel à des agences en direct, soit on a continué de contacter des influenceurs en direct, soit on a utilisé des plateformes qui industrialisent la diffusion du brief et qui récupèrent des influenceurs intéressés par notre marque.
soit on a travaillé avec des médias qui ont des pools d'influenceurs. Donc, on a en fait un peu testé toutes ces stratégies pour voir celles qui fonctionnaient le mieux et surtout celles qui collent le mieux avec les stratégies et le temps qu'on peut y consacrer. Mais grosso modo, dans les chiffres intéressants que je peux vous donner, c'est que nous, au slip français, à Noël, l'influence a représenté 15% de notre budget. On n'est jamais monté aussi haut. Et je pense que ça va représenter 20 à 25% du budget en 2021. La raison principale pour laquelle on veut aller à fond sur l'influence, c'est qu'aujourd'hui, on pense que les influenceurs, il y a un cap qui a été franchi en termes de création de contenu, soit édito, soit photo, soit vidéo. Et qu'en fait, aujourd'hui, on peut complètement leur faire confiance pour produire du contenu en complément de ce que nous, on fait. On trouve ça super intéressant. Et après, au-delà de ça, l'amplification et les chiffres qu'ils arrivent à atteindre en termes de diffusion et d'engagement sont assez incroyables dans la grande majorité des cas. Donc aujourd'hui, me dire que je substitue une campagne traditionnelle de vidéos sur YouTube ou Facebook par de l'influence, ça me paraît pas du tout problématique et hyper intéressant. Alors, toute dernière question, et donc que l'auditoire n'hésite pas à poser des questions s'il le souhaite sur la stratégie du slip français. Les gens sont très timides aujourd'hui. C'est peut-être pas assez poussé d'ailleurs au sujet des questions-réponses. N'hésitez pas, c'est un peu le seul intérêt des webinars, du fait de ne pas se voir en réel. Au moins, on a ça, une communication plus fluide. Alors, on avait décidé que vous pouviez donner éventuellement je vous avais poussé à donner quelques conseils à notre auditoire. Ouais, alors nous, ce qu'on essaye de faire, et je répondrai aussi à la question de Camille que je vois en bas à droite, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de ne pas travailler l'influence en one shot. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les consommateurs ne sont pas dupes et les influenceurs ont de plus en plus envie de faire des choses transparentes et authentiques. Donc en fait, nous, tous les influenceurs, on leur explique que l'objectif, si ça marche, c'est de créer une relation fil rouge et plusieurs fois dans l'année, quand ça nous semble pertinent de part et d'autre, de retravailler ensemble. Et je pense que d'un point de vue consommateur, les consommateurs en ont marre des discours top-down des marques. Et du coup, c'est hyper intéressant d'avoir cette approche-là où, en gros, l'influenceur reparle de nos produits à bon escient quand il le souhaite et l'intègre un petit peu dans son quotidien. Donc ça, c'est le premier conseil. Après, nous, du coup, dans cette logique-là, on a vraiment souhaité créer une communauté d'influenceurs autour de nous. Donc, on travaille beaucoup justement pour structurer les influenceurs autour de tous ces sujets-là. Aujourd'hui, c'est vrai il y a énormément d'influenceurs et en fait, il faut pas que les gens se désespèrent et s'arrêtent à la vague superficielle qui est au-dessus. Il y a plein d'influenceurs engagés aujourd'hui sur la mode, sur l'écologie. Nous, on essaie vraiment de plutôt privilégier la qualité à la quantité. C'est super important. Et après, le dernier point, c'est sur le branding. C'est vrai que l'influence, on a tout de suite tendance à être très sévère au niveau des chiffres, à attendre de la conversion. Il ne faut pas oublier que quand vous créez du contenu diffusé par les influenceurs, et que c'est du contenu créé avec eux, ils touchent des gens qui ne connaissent pas forcément votre marque. Donc en fait, il faut vraiment voir ça comme quelque chose de très haut tunnel sur du branding et pas forcément s'attendre à des conversions instantanées. Donc définir aussi les bons KPI. Voilà en gros les 3 conseils que je peux vous donner pour avancer sur vos stratégies d'influence. Alors, la question de Camille Hott, quid de la nano-influence? Est-ce que vous avez testé? Oui, alors on a démarré par des influenceurs de taille moyenne. Donc ce qu'on appelle moyenne, nous, c'est entre 20 000 et 100 000 followers. La macro-influence, c'est vrai que c'est un peu cher pour nous. Donc pour l'instant, on a surtout misé sur l'influence de taille moyenne pour se faire des idées avec des volumes suffisamment significatifs. Après, la nano-influence, justement, sur des sujets très engagés et hyper intéressants. Et on en a adressé pas mal pendant Noël et là avec les différents sujets de politique d'animation commerciale qu'on a cette année. Donc oui, on l'adresse. Grosso modo, la nano-influence, ça représente 30% de notre budget d'acquisition. Voilà. Alors, Mélissa CAC, qui nous demande: bonjour, pour vous, quels sont les KPI et ROI indispensables d'une campagne d'influence? Alors, ce qui est important quand vous identifiez votre influenceur, c'est de voir la taille de son audience et aussi de voir l'engagement qu'il y a et l'honnêteté dans la construction de sa base. Donc, évidemment, la tonalité des commentaires, le nombre de likes, de shares, etc. Et après, nous, ce qu'on regarde, on essaye au maximum de traquer tout ce qu'on fait, évidemment, avec GA, mais aussi avec une plateforme d'attribution-contribution pour vraiment, justement, remettre l'influence au cœur du dispositif et de voir exactement le poids que ça a dans les parcours clients.
sachant que vu que c'est du branding, c'est hyper important de pas avoir une vision uniquement lastraquée, mais d'avoir une vision un peu plus large. Parce que en général, l'influence, c'est rarement de l'achat d'impulsion, sauf sur des produits pas chers. Et donc, faut pas s'attendre à des conversions instantanées. Donc, Question, on essaye d'analyser dans une fenêtre de tir assez large. Voilà. question de Martin et de quelqu'un d'autre qui pose à peu près la même question, mais je n'arrive pas à le retrouver dans le fil. Vous avez donc testé plusieurs leviers d'influence, plateformes, directs, influenceurs, etc., agences. Quels sont peut-être les leviers les plus efficaces selon vous? En tout cas, quels premiers résultats? S'ils ne sont pas confidentiels, tirez-vous de ces tests? Alors nous, il y a pas mal d'influenceurs avec lesquels on travaille en direct ou via des médias, comme je le disais tout à l'heure. Après, nous, le fonctionnement d'agence marche bien parce qu'en fait, nous, comme je vous le disais, on privilégie vraiment la qualité à la quantité et on a des briefings assez atypiques. On ne fait pas de code promo, par exemple, ce qui est assez différent de beaucoup de marques dans les relations qu'ils peuvent avoir avec les influenceurs. Donc nous, le fonctionnement agence est aujourd'hui celui avec lequel ça se passe le mieux. Et donc, on a testé une agence en fin d'année avec laquelle on va travailler toute l'année et dont on est super content. Donc c'est le mode de fonctionnement principal. D'accord. Écoutez, ça sera la question de la fin. Je vous remercie infiniment pour votre transparence et tous ces chiffres et ce discours direct. Merci beaucoup. Merci à vous et je vais demander maintenant à Mariska, directrice de l'influence de L'Oréal, de nous rejoindre pour, un deuxième cas exploratoire. Merci vraiment Robin pour tous ces chiffres et de nous avoir confié, de manière aussi transparente votre vision et vos manières de travailler. Merci beaucoup. Bonne journée à tous Au et je revoir. passe le relais à Mariska. Au revoir. Alors vous m'entendez Mariska? Oui, bonjour à tous. Bonjour, alors Mariska, vous vous appelez Mariska Concoli, vous êtes directrice influence pour le groupe L'Oréal. Le groupe L'Oréal, je l'ai dit, je le répète, c'est 56 marques, 111 ans d'existence, des choses extrêmement différentes à gérer. Quentin nous expliquait hier dans son étude que 43% des individus qui suivaient des influenceurs déclarent déjà avoir acheté des produits prescrits ou en tout cas recommandés par ces derniers. Nous sommes donc en train de basculer de l'influence marketing à l'influence commerce. Depuis quand exactement rattache-t-on le pouvoir de l'influence à du chiffre d'affaires sonnant et trébuchant? Alors, déjà pour commencer, une petite définition sur les termes techniques parce qu'on parle de social commerce, et cetera. Le social commerce, en tout cas pour, nous, comme on le définit, c'est vraiment le chiffre d'affaires qui va être généré par les plateformes social media, donc par Instagram, par Facebook, et cetera. Et donc nous, là, en l'occurrence, on va parler vraiment d'influence commerce, donc le chiffre d'affaires généré par les influenceurs. Nous, comment le shift il s'est passé sur le groupe L'Oréal, en tout cas pour la France? Ça s'est passé pendant le confinement. Tous nos budgets médias ont été gelés sur ce premier confinement, comme beaucoup de nos concurrents aussi. Et donc, on a décidé, avec nos influenceurs partenaires, donc ceux avec lesquels on travaille depuis plusieurs années, d'essayer de collaborer avec eux sur un nouveau modèle. Un nouveau modèle où ils étaient complètement libres sur la partie production de contenu et en contrepartie, on offrait une exclusivité à l'ensemble de leur communauté. Ça passait par un code promo très exclusif. Je donne l'exemple, par exemple, d'Yves Saint Laurent où il y avait moins 25% sur toute la boutique e-commerce pendant 24 heures. Kerastase a fait pareil avec aussi du GWP intéressant. Donc l'idée, voilà, c'était vraiment de profiter de ce confinement, de profiter aussi d'avoir plus de liberté sur l'espace de prise de parole. Et finalement, c'est devenu une best practice. Et ça s'est décliné sur la suite des mois. Mais ça dure maintenant depuis plus d'un an. Alors concrètement, comment ça marche l'influence commerce? Alors, l'influence commerce, il faut avoir en tête qu'on n'est vraiment pas dans une relation de B2C, on est vraiment dans une relation de C2C. On se base donc de consumer to consumer, donc influencer, ce serait E2C to consumer. Ça, c'est hyper important à avoir en tête. On n'est pas du tout là pour brander de manière publicitaire l'ensemble de nos contenus. On va offrir, il y a 3 piliers importants à retenir dans l'influence commerce. Le premier, c'est construire l'advocacy, c'est-à-dire construire sa love brand avant de partir sur des objectifs de chiffres. Donc ça, c'est clé, c'est-à-dire que les influenceurs avec lesquels on a travaillé, ce sont des influenceurs avec lesquels on collabore, qui sont partenaires de nos marques depuis longtemps et dont la communauté connaît déjà le produit. Et ça, c'est hyper clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aller voir un influenceur en lui disant « je te file un code promo et tu parles de mon produit », ça va pas du tout fonctionner parce que l'influence commerce, elle a cette première étape d'advocacy qui est clé. La deuxième chose,
Le deuxième grand pilier de l'influence commerce, ça va être l'offre exclusive. Quand je dis offre exclusive, c'est pas relier une offre Black Friday sur le e-com, c'est vraiment relier, en tout cas proposer à l'influenceur une offre qui va aller à sa communauté. Et généralement, ça se passe à l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit à l'influenceur, là en ce moment, qu'est-ce pour toi, connaissant bien ta communauté avec les autres OPS que tu as pu faire dans les autres collaborations, quelle est ta reco? Donc on part vraiment à l'envers et sur ce qu'on peut proposer en tout cas comme exclusivité, c'est-à-dire soit en code promo, soit en JWP. Et ça, c'est les deux piliers. Enfin, le troisième pilier de l'influence commerce, c'est le tracking et la rémunération. Et donc, c'est comme ça qu'on va vraiment traquer les ventes. Donc, nous, on va utiliser Replica chez L'Oréal, on va utiliser Awin, donc qui est aussi notre partenaire d'affil traditionnel. Et il ne faut pas oublier que l'affiliation, c'est le premier modèle de rémunération de l'influence, c'est le premier modèle de rémunération des blogs. Et c'est un modèle de rémunération que beaucoup d'influenceurs connaissent très bien et avec lesquels ils travaillent encore aujourd'hui. Et vous me disiez que c'est très facile aujourd'hui de traquer finalement un chiffre d'affaires généré par un influenceur via le tracking d'un lien. C'est extrêmement fluide et transparent. C'est complètement fluide et transparent. Le lien, il se met en swipe up de la stories, tout simplement. C'est le nouveau hypertexte, le lien hypertexte d'un blog. Et donc, nous, on arrive avec un pixel qui est posé sur nos sites, donc très techniquement, à savoir l'influenceur, combien il a généré de chiffres sur ce lien e-commerce. On peut aussi retrouver le code promo directement dans le back-office du site. Et donc ça, c'est deux méthodes assez classiques, mais très claires pour suivre son chiffre d'affaires. Vous me disiez que la mise en forme était différente en fonction de vos marques, qui sont elles aussi différentes. Certaines ont des sites d'e-commerce, certaines n'en ont pas. Donc ensuite, la façon de se rediriger en tout cas vers le produit était à chaque fois différente. Vous avez plusieurs exemples à nous donner, je crois. Oui, alors on a, par exemple, il y a des marques comme Yves Saint Laurent, elles vont travailler vraiment sur l'affiliation 100%, donc avec du contenu, je dirais, très organique de la part des influenceurs et une rémunération vraiment à la performance. Donc ça, c'est vraiment le modèle, je dirais, D2C pur. Il y a Maybelline, par exemple, qui va travailler différemment l'influence commerce avec des collaborations. Je pense notamment à celle avec Lena Situation, avec, des collaborations dédiées, exclusives, vendues que sur Amazon. Donc là, on n'est pas sur un modèle de rémunération à la perf. On est vraiment sur un modèle de collab, encore une fois. C'est le consommateur qui va être privilégié. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Qu'est-ce qu'on peut offrir à la communauté de l'influenceur? Et puis, on va avoir, par exemple, Kerastase, ils font pas d'affiliation e-commerce. Ils vont travailler sur un modèle un peu différent avec beaucoup plus de JWP dans le panier d'achat, etc. Et donc, voilà, chaque marque chez L'Oréal, en fonction de son modèle sur toute distribution, va pouvoir tester différents modèles d'influence commerce. Alors, place maintenant au contenu et je pense qu'en parlant de ce contenu, on va répondre à différentes questions qui sont déjà sur le fil. Stéphane nous disait: «Vous drivez forcément le contenu que vous demandez, aux influenceurs». Constance nous dit: «Que répondre aux influenceurs qui nous disent qu'ils ne sont pas des vendeurs, mais aussi des créateurs de contenu?» Alors vous m'avez expliqué que les choses étaient en train de changer. Est-ce que vous pouvez nous restituer cette philosophie et ce nouveau mode de pensée? Alors, nous, on va vraiment aujourd'hui sur la question de Stéphane sur, le brief, forcément, il y a un brief, je dirais qu'il est de plus en plus raccourci. Le brief, il est juste sur la mention de marque, par exemple, pour pouvoir, suivre les KPI. Donc il faut que, par exemple, #Maybelline apparaisse, tout simplement. Ce brief, il est là. Et les influenceurs avec lesquels on travaille, on collabore avec eux depuis plusieurs années et le métier de l'influenceur, aujourd'hui, il est, processé, il est professionnalisé. Donc on fait complètement à 100 confiance à l'influenceur sur la production des contenus. C'est-à-dire que il faut vraiment garder en tête que l'influence, encore une fois, c'est du C2C. Donc, c'est L'Oréal qui parle à ses consommateurs à travers la voix d'un influenceur, ça ne peut pas fonctionner. C'est vraiment à l'influenceur de s'approprier le produit. C'est un producteur de contenu qui est produit du contenu qualitatif et professionnalisé, donc on lui fait 100% confiance pour parler de nos produits. Et aujourd'hui, on va vraiment collaborer avec eux. Je pense notamment à une de nos dernières OP TikTok où Bilal Hassani a composé toute la musique du challenge TikTok de la marque de Maybelline. Voilà, c'est maintenant, les influenceurs font partie intégrante de la création de contenu et de la collaboration. Et je me souviens plus de la deuxième question. La deuxième question, je suis en train de la rechercher, voilà. Les influenceurs aujourd'hui se disent créateurs de contenu, ça Ah rejoint non, un pour ceux peu qui veulent pas être sailors, oui. c'est ceux qui veulent pas être vendeurs. Alors tout à fait, c'est vrai, il y a des influenceurs qui se disent: «Nous, on n'est pas des vendeurs». En fait, l'affiliation, c'est pas une règle, c'est pas le nouveau modèle. C'est un des modèles dans la production de contenu des influenceurs. Il y a des influenceurs qu'on va continuer à rémunérer, ce que je vous disais pour Kerastase. On va continuer à les rémunérer
sur la base de la production de contenu qualitatif pour nos marques, qu'on va repousser en médias derrière, etc. Donc ça, c'est un modèle qui change pas, qui va jamais changer, en tout cas pas tout de suite. Et puis, il y a des influenceurs qui sont habitués au modèle d'affiliation depuis qu'ils ont des blogs et qui ont envie de poursuivre ce modèle-là, qu'ils connaissent très bien. Et donc, en fait, ça dépend, c'est au cas par cas en fonction du système de REM de l'influenceur. Il a un business model lui aussi, tout comme une entreprise. Alors, sur quelle plateforme travaillez-vous pour vos 56 marques? Alors, j'imagine qu'effectivement, il est compliqué de répondre de manière générale, mais est-ce que des grandes tendances se dégagent? Alors, la plateforme, je dirais, indispensable sur laquelle on travaille, c'est celle d'Instagram. Alors, pourquoi? Parce que c'est celle qui va proposer le plus de support pour l'ensemble de nos marques. IGTV, Reels, Stories, les contenus. Et c'est un réseau surtout qui est très mature en termes de qualité de contenu et aussi qui propose une diversité de typologies d'influenceurs. On me disait tout à l'heure, il y a des influenceurs très engagés, des influenceurs fashion, des influenceurs beauté ou non, voyage. Enfin voilà, c'est très différencié. Et nous, on parle même de tribus chez L'Oréal. On va chercher des tribus sur Instagram pour aller, qui discutent déjà de nos marques pour aller les coopter, pour prendre la parole en tant qu'influenceur. Ça, c'est le premier pilier. Et le deuxième pilier sur lequel on tend de plus en plus à aller, je dirais même que c'est indispensable. Maintenant, toutes les marques, là, les 56 du groupe, commencent à penser. Certaines sont déjà très avancées. En tout cas, pour 2021, il y aura une brique TikTok et une stratégie TikTok avec des influenceurs 100% TikTokers. Aujourd'hui, la plateforme ne cesse de croître et d'évoluer. C'est 11 millions d'utilisateurs actifs en France. Donc, c'est un réseau social, en tous les cas, dans lequel on peut plus se passer. D'accord. Et pour vous, quelles sont les prochaines étapes et les enjeux de l'influence commerce? Voilà, on parle d'un boom aujourd'hui. Comment tout ça va évoluer là prochainement? Alors, l'influence commerce va évoluer et se pérenniser, notamment grâce à l'évolution des supports. En fait, il ne faut pas oublier que l'influence est née avec les supports. L'influence est née avec les forums, avec les blogs, puis a pris plus d'ampleur avec Facebook, puis Instagram. Donc, plus les supports évoluent, plus l'influence croît. Et donc là, la prochaine étape, je dirais, c'est celle de TikTok, encore une fois. TikTok, en plus, va mettre en place à court terme aussi un système de suivi des ventes, d'affiliation. Donc, ça va être aussi un nouveau pas pour l'influence commerce. Et le deuxième pilier, c'est le live commerce, qui en tout cas est clé, surtout sur les US et l'Asie, notamment grâce aux supports qui le permettent. Donc, je pense notamment à Instagram, à Facebook, avec des vrais lives e-commerce en connectant les boutiques e-com et Facebook ou Instagram. Donc ça, c'est clé. Donc on n'a pas encore ça malheureusement chez L'Oréal. Donc nous, on travaille déjà on fait déjà du live commerce sur nos sites e-commerce, mais comme on va délocaliser l'audience, on le fait avec les influenceurs bien sûr, mais on va délocaliser l'audience de l'influenceur de sa plateforme clé et de sa plateforme de naissance, je dirais Instagram par exemple. Et ben du coup, le live commerce aujourd'hui, on a en attente voilà de l'accélération qu'il pourrait y avoir aux US ou aux États-Unis, aux US ou en Asie pour tester sur nos sites. Aujourd'hui, on a d'autres API qui fonctionnent très bien, mais on en attend de ça. Donc pour moi, ça c'est la suite, c'est le téléachat en ligne via les GAFA. Vous me disiez que les résultats étaient absolument incroyables en Asie, hein, sur le live, que vous aviez eu des opérations très très performantes en Malaisie, je crois, ou Oui, c'est quelque en chose. Malaisie notamment où on a, en tout cas, je vous le disais, on se connecte sur Facebook, on a vraiment le panier d'achat directement dans le chat, on peut acheter directement sur Facebook et c'est là que vraiment on a un chiffre d'affaires très conséquent. Donc on est quand même impatient de pouvoir tester ça aussi en France, en tout cas en Europe, pour avoir vraiment ces deux compilations, à la fois notre influenceur ou en tout cas notre spécialiste, parce que quand je dis influenceur, c'est large, ça peut être aussi nos conseillères de vente, ça peut être voilà, des spécialistes en tout cas du skincare, etc. Et donc, on a hâte de pouvoir tester ça.
Ah, c'est vrai que pendant le live, L'Oréal a fait beaucoup de live aussi avec ses conseillères de vente. On va revenir sur TikTok parce qu'on a 2 questions sur le fil. La Ok. première, Marie Jézéquel qui vous demande, en fait, qui vous ciblez, sur TikTok? Et la réponse est assez surprenante par rapport aux idées reçues. Et l'autre question, je n'arrive pas à retrouver son auteur, mais qui vous demande si effectivement la mauvaise image de TikTok, peut être un frein à l'utilisation de cette plateforme. Alors, la mauvaise image de TikTok, c'est un peu relatif. Il y a aujourd'hui, nous, en tout cas chez L'Oréal, on a, comme je vous disais, 11 millions de personnes. 11 millions de personnes et un prisme aujourd'hui, enfin, une idée reçue, comme vous le disiez, sur les millennials. Alors, effectivement, TikTok, c'est très jeune, mais c'est en constante évolution. Et aujourd'hui, la majorité des gens qui sont sur TikTok ont plus de 18 ans. Et un autre KPI hyper important, c'est qu'il y a beaucoup de duos parents-enfants sur TikTok avec du contenu très bienveillant, très feel good, très happiness, hyper important pour nos marques. Ce côté vraiment, voilà, j'insiste, très, très happiness de TikTok. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point très important, TikTok, on est vraiment sur des créateurs de contenu. Quand je dis créateurs de contenu, c'est-à-dire on a des monteurs vidéo qui savent vraiment jouer avec tout ce que propose l'API. Et donc ça, c'est clé aujourd'hui. On voit vraiment qu'ils proposent un nouveau contenu. Donc là, vous allez le voir arriver. On va travailler notamment avec la marque DOP sur le shampoing solide, une OP non médiatisée, avec ces duos d'influenceurs, entre guillemets, parents-enfants, qui vont vraiment s'approprier le produit. On briefe très peu sur TikTok. En tout cas, on briefe sur les KPI clés. Mais là, on sait que c'est une plateforme très engagée. Et là, pareil, on fait le pari, en tout cas le pari, on sait avec qui on va travailler, de faire confiance à ces influenceurs. On connaît leur contenu. Il y a un historique, on ne se lance pas à l'aveugle. Et donc, du coup, voilà, on sait qu'aujourd'hui, c'est indispensable. Et donc, au lieu de se dire, il n'y a que des milléniaux sur TikTok, on va aussi sur d'autres cibles qui sont très présentes et hyper importantes pour la plateforme. Voilà, et je tiens également à préciser que la cible de TikTok a beaucoup évolué pendant les confinements. En fait, il y a eu une explosion, en tout cas un renouvellement de cette plateforme. Alors, je vais vous demander de vous prêter au même jeu que Robin, et si vous aviez quelques conseils à donner à notre auditoire, voilà, puisque vous avez quand même 56 marques qui vous servent d'observatoire, qu'est-ce que vous pourriez conseiller aux gens pour gérer leur influence commerce? Pour gérer l'influence commerce, la première pierre à poser, c'est l'advocacy. Et cette première pierre à poser, elle prend du temps. Nous, notre phrase, c'est influence you can buy et advocacy you can get. Ça veut dire vraiment que c'est facile d'aller voir un influenceur pour lui proposer d'acheter du contenu, pour lui proposer de pousser un code promo. C'est pas comme ça du tout que ça se passe dans les faits. Donc, il y avait la long-term relationship dont parlait mon prédécesseur, mais il y a aussi tout ce côté long-termiste qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que ça se construit doucement, l'advocacy, une love brand, ça prend du temps. Et quand je dis que ça prend du temps, c'est que ça prend des années. Et donc ça, il faut avoir entre guillemets de la patience. Il faut garder qu'au cœur de nos métiers qui gérons l'influence et le digital, etc., il y a quand même quelque chose qui est clé, c'est quand même l'humain. Donc cette relation entre le créateur de contenu, influenceur, et justement qui n'est pas un sailor, et la marque qui est clé, en recréant de la transparence et de l'authenticité. Et donc ça, c'est la première pierre angulaire pour construire l'influence commerce, et sans avoir pérennisé sa communauté, sans avoir créé de la proximité avec sa communauté, on ne peut pas du tout faire d'influence commerce. D'accord, parfait, et également, vous êtes plutôt maître en la matière. On avait également parlé de renforcer, c'était encore quelque chose de très approximatif il y a 1 ou 2 ans, mais de renforcer désormais ces KPI, de l'influence, c'est ça? Oui, il faut renforcer aussi les KPI clés de l'influence qui sont avant tout l'engagement. Tout à l'heure, vous avez parlé de la nano-influence. Pourquoi la nano-influence ou la micro-influence compte? C'est parce que c'est l'influence qui engage. Et donc, nous, aujourd'hui, on va pas se baser sur la puissance de l'influenceur, c'est-à-dire le nombre de la communauté. On va vraiment accélérer sur l'engagement des communautés auprès des influenceurs. Et ça, c'est le KPI clé qu'on va regarder. Tout comme on va regarder les mentions, le nombre de vues. Et donc, savoir suivre ces KPI-là, c'est savoir suivre la tendance, la courbe de tendance de sa marque aussi sur les réseaux sociaux. Et c'est un indicateur pour, oui ou non, savoir si on est une marque love brand et pouvoir se lancer ensuite sur l'influence commerce.
Dernière question de Marie-Haddad avant d'enchaîner sur l'influence. Comment peut-on garder des créateurs de contenu sur le long terme quand on est une petite marque? Vous en avez aussi dans votre portefeuille. Ça veut dire quand on ne peut pas forcément leur envoyer de produits tous les mois. Comment ça se passe? Alors, je dirais qu'il faut surtout pas envoyer de produits tous les mois aux influenceurs. Déjà parce que d'un point de vue environnemental, c'est pas forcément la bonne idée. Enfin, le lien avec l'influence, il est le même que celui qu'on a avec les journalistes. C'est-à-dire que c'est un lien pas forcément lié à l'envoi produit, c'est un lien humain. Ça peut être prendre des nouvelles, ça peut être féliciter pour une bonne nouvelle aussi, ça peut être suivre sur les réseaux sociaux ce que la personne fait, ses aventures. Ce sont des briques qui permettent de créer du lien humain et de l'advocacy. Et puis, l'envoi produit, bien sûr, le seeding est clé. Moi, j'ai travaillé pour qui était une petite marque à l'époque, c'était NYX, il y a presque 6 ans. Et on ne pouvait pas envoyer des produits tous les mois du tout aux influenceurs. Et on a construit petit à petit la relation, à la fois basée sur l'humain et aussi en envoyant nos produits, pas tous les mois, mais de temps en temps, en les personnalisant aussi, en personnalisant aux besoins de l'influenceur. Et ça, c'est hyper important. Et dernière question, est-ce que vous n'avez jamais eu de mauvaise, je connais la réponse, est-ce que vous n'avez jamais eu de mauvaise, à partir du moment où vous êtes moins directif sur le brief, est-ce qu'il n'y a pas des mauvaises surprises avec les influenceurs? Alors, j'ai envie de dire que si on peut avoir des mauvaises surprises, si on sous-traite trop et qu'on passe pas en direct avec l'influenceur. C'est surtout ça l'idée. C'est-à-dire que quand on a 2 agences, etc., bon, c'est ce qu'on fait, on fait plus ça chez L'Oréal, mais et on peut y avoir des surprises parce que forcément le message est dilué. Donc ça, c'est hyper important. Plus la relation en one-to-one entre la marque et l'influenceur, mieux ça se passe sans brief clair. On est vraiment sorti. La prescription, c'est vraiment pas la liste de mots-clés. Faut vraiment sortir de ces habitudes-là. Si la marque connaît bien l'influenceur, travaille avec lui depuis longtemps, et que le brief, il est très simple, c'est-à-dire avec les mots-clés, parce que nous, on a juste besoin de suivre les mentions en réalité. On a besoin quand même de suivre la data. Il faut mettre bien le hashtag Vichy ou le hashtag DOP France, et la mention, nous, ça nous suffit. Il y a peut-être 2-3 mots-clés. Si la marque est bio, par exemple, le sourcing des plantes sur Sanoflore, je donne plein d'exemples différents. Voilà, c'est des choses un petit peu clés à donner. Mais encore une fois, c'est pas... on ne travaille pas avec un publicitaire quand on travaille avec un influenceur. Si on veut faire une publicité, on travaille avec un vrai publicitaire et on pousse en médias. Là, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Là, on est dans un acte de prescription. Donc, plus le brief est léger, plus la prescription est forte et plus la transformation sera derrière. D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Ça sera le mot de la fin. Je suis désolée pour les autres questions, mais on doit tenir malheureusement le timing et c'est dommage parce que les questions sont très intéressantes. Merci aussi beaucoup, Mariska, d'avoir accepté de répondre avec également beaucoup de sincérité sur votre démarche. Voilà, je vous dis à bientôt et merci pour tout. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Au Au revoir. revoir. Alors, nous allons maintenant enchaîner sur le deuxième temps fort de la matinée, qui est la nano-influence. Le panorama Kantar de notre partenaire révélait hier que 40% des individus étaient influencés par d'autres utilisateurs dans leur achat. Voilà, et donc ce qui veut dire aujourd'hui que le consommateur lambda, vous ou moi, avons peut-être autant d'importance que Kim Kardashian pour une marque. Pour décrypter ce média et ce nouvel outil de communication, je vais appeler 3 experts du sujet. Un point de vue annonceur auquel on tient toujours avec Thomas Chrétien. Thomas est aujourd'hui en charge pour l'Europe de la gestion du lancement Aria pour Nissan. Il va témoigner dans le cadre de ses précédentes fonctions France. Voilà, et il va nous montrer en quoi la logistique n'est pas un frein quand on veut faire de la nano-influence, puisque tout se teste en nano-influence, même la voiture. Est-ce que Thomas m'entend ? Voilà, Oui. super. Alors, nous n'aurons pour Thomas que le son, parce qu'il y a eu un problème de caméra, mais bienvenue Thomas. Nous accueillons également sur ce plateau 2 agences conseil en influence. Alors, on leur a demandé on les a sollicitées parce qu'elles ont la particularité d'avoir monté chacune une plateforme propriétaire de nano-influence. Il y a d'abord Woo et la plateforme Vous, agence justement de Nissan, et représentée par Eric Merle, qui en est le directeur commercial. Cette plateforme spécifique existe depuis 2012. Bonjour Eric. Bonjour, enchanté.
Et nous avons également Territory Influence, agence conseil internationale d'origine allemande. Territory existe depuis 16 ans, peut-être même avant l'influence elle-même. Vous hébergez au sein de l'agence une plateforme qui s'appelle TRND, je l'ai bien prononcé cette fois-ci. Voilà, et également spécialisé en nano. Alors, ma toute première question va s'adresser aux agences. Est-ce que vous pourriez me redonner la définition de la nano-influence, en tout cas votre vision, en sachant qu'on vous sollicite tous les deux aujourd'hui parce que vous avez une interprétation commune de la nano, mais également ensuite une manière peut-être différente et un point de vue différent pour la réinterpréter ou en tout cas la personnaliser. Delphine, c'est à vous. Excusez-moi, parole, honneur aux femmes. Merci beaucoup Vanina et bonjour à tous. Donc en effet, la nano-influence, c'est un terme qu'on connaît bien et depuis donc plus de 16 ans, qui a été, créé, initialement par TRND qui est devenu ensuite Territory Influence suite au rachat du groupe Bertelsmann, donc créé en Allemagne en 2005. On a eu différentes appellations, hein, donc la nano, ça a été, le marketing de bouche à oreille, le marketing participatif, le marketing collaboratif, les activations consommateurs. Bref, ça repose sur un principe qui est vieux comme le monde. Je vis une expérience et je la partage autour de moi sans limite, canal. Ça peut être sur le online via les réseaux sociaux par exemple, mais pas seulement, ou dans le offline via la conversation, la recommandation de pairs. Donc nous, depuis, 2016, notre rôle, c'est de la stimuler sur cette brique de nano-influence. Après, on travaille également, la micro, la macro, la star. Mais en tout cas, sur la nano, notre objectif, c'est mettre en relation les marques avec, leur cible marketing, donc créer ce dialogue direct, faire découvrir des produits, des services, des innovations et surtout créer des expériences à domicile ou ailleurs pour qu'ils puissent, facilement partager, ces différentes, expériences, messages de marque et cetera. Eric, votre vision de la nano? Ah, on a perdu. On Oui, a c'est tout perdu à fait la Eric. même. Déjà, je m'excuse, j'ai l'impression que j'ai Vous avez bugué, oui. Les aléas du On direct. vous a perdu, mais on vous a retrouvé. allô, Très allô? bien. Oui, je suis désolé, j'ai un petit problème d'internet, j'ai l'impression que je n'ai pas la fibre et ça se sent, ça se voit. Le nano en 2012. Alors, on vous a perdu, en fait, Eric. Alors, on vous a perdu. Ce que je propose, c'est qu'on passe peut-être la parole à Thomas en attendant de retrouver Eric. Alors, Delphine parlait du bouche à oreille. Thomas, je vous ai demandé ce que vous pensiez du bouche à oreille. Est-ce que c'est aujourd'hui quelque chose d'important pour les marques? Et ensuite, on redonnera la parole à Eric. Oui, bien sûr. Alors, c'est absolument essentiel aujourd'hui. Vous savez, on a des clients qui ont l'habitude, pour une industrie comme l'automobile, d'aller en concession pour toucher, pour tester, pour voir la voiture. Mais la vraie question, c'est voilà, le rapport avec le concessionnaire, il est plutôt pour découvrir le produit, se renseigner un petit peu, mais aujourd'hui, il se renseigne bien en amont avec Internet et avec son entourage et ses proches. Alors nous, pour expliquer un petit peu cette partie-là, alors je vais dire deux mots sur ce qu'on a fait et pourquoi on est là. On a démarré très très tôt sur le sujet du véhicule électrique. Donc moi, dans le cadre de mes anciennes fonctions, donc j'étais le directeur véhicule électrique pour Nissan en France. On avait démarré notre première voiture électrique il y a très longtemps, hein, c'est en 1947, mais les choses sont vraiment devenues sérieuses en 2010. On a lancé la Nissan Leaf, qui était la première voiture 100% électrique, on va dire accessible au plus grand nombre. On en est aujourd'hui à la deuxième génération de Leaf. On doit être à notre cinquième génération de batterie. Et on a un demi-million de voitures qui roulent sur les routes dans le monde. On doit être à 180 000 voitures à peu près en Europe et dont 20 000 en France. Et il y a quelque chose qui est assez fantastique, c'est que la satisfaction des utilisateurs, des conducteurs de voitures électriques est assez hors norme. On parle de 93% de nos clients qui sont satisfaits, 96 qui recommandent. Vous savez, on est en France. En France, quand on a 16 sur 20, c'est déjà assez bien. Voilà, je vais pas vous donner les taux dans l'industrie pour les véhicules thermiques plutôt classiques, mais c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Et on a vu des choses se créer. Par exemple, on a un groupe sur Facebook qui s'appelle le Leaf France Café, qui s'est créé par des pionniers du véhicule électrique depuis 2010-2011. Ce groupe, il a grandi et on a un lien très proche avec eux. Et on s'est rencontrés en 2014 autour du Salon de Paris. On les a invités à venir sur notre stand. Et on a lancé une discussion, comment on peut les aider, comment on peut les remercier pour toute l'énergie qu'ils partagent autour d'eux, parce que eux-mêmes, en fait,
répondent à beaucoup de questions. L'utilisation d'un véhicule électrique, c'est très différent de l'utilisation d'un véhicule classique. On doit réapprendre un petit peu à s'en servir. Il y a un nombre d'avantages qui sont assez exceptionnels, mais c'est surtout de comprendre comment ça marche. Et donc, l'avis des autres est assez exceptionnel, et surtout l'authenticité du témoignage est exceptionnelle, et donc est quelque chose qui est très recherché par nos clients. Et donc, en fait, avec eux, on a créé un programme ambassadeur où en fait on a voilà, donc c'est une plateforme sur laquelle nos clients s'inscrivent. On doit avoir à peu près 3000 clients inscrits, et on a fêté, je crois, c'était déjà en 2019, la millième vente qui s'est faite par ce programme. Donc c'est quelque chose qui est assez conséquent, parce que si vous remettez ça en perspective des 20 000 voitures qui roulent en France, dont une grosse partie à clients particuliers, ça veut dire qu'on a un chiffre conséquent qui passe quelque part par ce bouche à oreille, c'est-à-dire de gens qui se recommandent les véhicules entre eux. Alors, vous me disiez aussi que vous alliez jusqu'à former vos clients comme vos vendeurs. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, vous ne l'offrez pas forcément à tous vos clients, mais vous prenez vos meilleurs clients, vous sélectionnez et vous leur avez offert des programmes de formation totalement identiques à ceux de vos vendeurs. C'est ça? Oui, tout à fait. Donc en fait, on a lancé ce programme en 2014, il a évolué. En 2018, on a lancé la Nissan Leaf actuelle. Et lorsqu'on a lancé cette voiture, comme dans tout lancement de produits, on forme nos vendeurs. Donc ça passe souvent, on fait ça dans un cadre sympa. C'est vraiment un événement. La formation, ça consiste vraiment à non seulement former nos équipes commerciales en termes de compétences autour du véhicule, compétences techniques, mais aussi à les engager et quelque part à les exciter pour être vraiment enthousiastes autour de ces autos. Donc c'est vraiment des événements de motivation. Et en fait, on a pris le parti, une fois qu'on avait fini la formation de nos vendeurs, donc ça se terminait un samedi midi. Vous savez, les gens arrivent le vendredi midi, on passe la soirée ensemble et repartent le samedi midi, puis on fait ça sur 24 heures. On s'est dit, mais bon sang, pourquoi est-ce qu'on ne prolongerait pas cette session? Et en fait, du samedi midi au dimanche midi, on pourrait accueillir nos clients avec exactement les mêmes ateliers de découverte du produit, parce qu'en fait, ils se vendent déjà les voitures entre eux, et ils ont des intérêts. Ils le faisaient à la base vraiment de manière naturelle, tellement ils sont contents de leur voiture. Mais donc on a dit, on a cherché à voir comment on pouvait les encourager et puis les remercier de cet effort. Et donc on a un système qui fonctionne avec des chèques cadeaux. Donc pour vous donner un ordre d'idée, c'est 300 € de chèque cadeau pour le parrain, 100 € pour le filleul. Et puis ensuite le filleul s'inscrit et devient un nouveau parrain, etc. Et voilà, c'est une mécanique qui est assez classique, mais on a été l'un des premiers constructeurs à le faire, en tout cas sur le véhicule électrique. Alors, nous avons retrouvé Eric. Donc, Eric, je n'ai plus une, mais deux questions pour vous. D'une part, effectivement, je veux bien que vous nous expliquiez comment la plateforme… Non, Eric est reparti dans l'immobilisme. Peut-être qu'il faut couper la caméra, je ne sais pas. Donc, la première question, Eric, c'est effectivement comment vous réinterprétez la nano-influence. Et la deuxième, c'est quelle est la définition exacte d'un nano-influenceur, puisqu'on a aujourd'hui des ratios qui sont quand même extrêmement clairs sur le sujet, pour définir un nano-influenceur. Alors déjà, excusez-moi pour la vidéo, ma connexion est malheureusement trop mauvaise, donc je vais couper la caméra. Alors, premier point par rapport à la nano-influence, comme on a pu le dire, nous, on a commencé en 2012 avec la plateforme Vous, et c'est vrai que la nano existait déjà avant, donc c'est quelque chose qui est vraiment très ancien, et je rejoins Delphine, c'est vraiment le bouche à oreille, en réalité, c'est ce qu'on cherche à générer. Et c'est vrai que ce phénomène a été amplifié par l'utilisation des réseaux sociaux, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a à peu près 40 millions d'utilisateurs sur Facebook, 20 sur Instagram, et ça continue d'augmenter. Là, les confinements successifs vont clairement dans ce sens-là. Donc la nano va encore, en tout cas, de bons jours devant elle. Après, notre enjeu, en tout cas, ce qu'on souhaite faire chez Woo, c'est vraiment travailler la partie test, enfin en tout cas plutôt expérience justement consommateur et non pas test produit classique. Et donc on a toute une mécanique où chaque ambassadeur invite des proches pour vraiment créer une expérience unique. Et je pense même à Dyson, par exemple, pour qui on a travaillé. Et c'est une marque qui est très connue pour l'aspect plutôt technique et professionnel. Des aspirateurs, donc voilà, on n'imagine pas forcément des expériences ludiques à passer l'aspirateur entre proches, et pourtant si on l'a fait, donc c'est toujours réfléchir à ça, trouver une mécanique originale, et ce qu'on veut, comme on disait tout à l'heure justement, c'est créer de l'engagement, créer de l'authenticité, et donc c'est vrai qu'on est souvent comparé à la réunion Tupperware, même si, voilà, je dois vous l'avouer, en ce moment avec les conditions sanitaires, voilà, on a dû limiter un peu le nombre de groupes. C'est ce qui s'est passé avec Brita ou Carrefour récemment. Et pour répondre à la question, la plateforme s'appelle Vous, V-O-O.
Voilà, et l'agence fondatrice s'appelle WOO, donc c'est toute une nuance, WOO. Vous pourriez, Eric, alors je vois que Camille, Camille est ravie de vous avoir retrouvé. Est-ce que vous pourriez me donner la définition du nano-influenceur? Aujourd'hui, un nano-influenceur, c'est quoi? Comment ça se quantifie? Oui, bien, avec plaisir. Donc, un anneau, en fait, c'est vous, c'est moi, c'est vos parents, c'est vos proches, c'est vos amis, vos collègues. C'est vraiment des gens classiques, enfin, normaux, entre guillemets, dans le bon sens du terme, bien sûr. Les vrais gens. On parlait d'authenticité, donc c'est vraiment ça, c'est du 100% authentique, la nano. Et l'idée, c'est qu'on fasse devenir votre consommateur un héros de la marque. Comment on va lui donner les moyens de faire parler de vous, d'en parler à ses proches. Donc, il y a ce côté de témoignage, en réalité, qui va être super intéressant et qui fait que du coup, la nano, quand on parle d'influence, ça n'a rien à voir avec de la micro, de la macro. C'est vraiment totalement différent. Et aujourd'hui, pour vous donner des chiffres plus précis, chez vous, un nano possède entre 300 et 3000 followers. Alors, followers, mais en fait, c'est sur Facebook et Instagram essentiellement. Il n'y a pas si longtemps, on était de 100 à 1000. Et du coup, on a augmenté cette frontière puisque les gens sont de plus en plus connectés, de plus en plus doués, on va dire, sur les réseaux. Donc, en tout cas, on change nos frontières aussi de jour en jour. Alors, Delphine, je crois que vous avez quasiment les mêmes ratios à une exception de près. Vous comptez le 0. C'est-à-dire que pour vous, le 0 à 1000 followers, d'ailleurs, bon, bah, les chiffres diffèrent un peu, mais le 0 est tout aussi important que le 1000. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Tout à fait. On a une catégorisation un peu différente. Donc, les nanos chez nous, c'est de 0 à 1000, les micros de 1000 à 100 000 et au-dessus, on va avoir les macros et les stars influence. Du coup, en effet, le 0 follower est hyper important pour nous parce que 0 abonné ne veut pas dire 0 audience ou 0 ami dans la vraie vie. Donc, ces fameux collègues, voisins, membres de la famille, proches en tout genre que Eric mentionnait, qui pour nous sont hyper importants pour le bouche à oreille et pour une activation 100% offline en termes de retombées en tout cas. On n'a pas nécessité à avoir des personnes ultra influentes sur la toile, donc on va vraiment se concentrer sur les enjeux de la marque et ce qui leur importe pour leur proposer le ou les profils, la complémentarité ou une catégorie pour atteindre leur objectif. Également sur le online, il y a certaines activations, certaines missions qui ne nécessitent pas non plus une forte influence sur Instagram, Facebook, TikTok ou autres plateformes. Typiquement, quand on va être sur un aspect e-commerce ou e-réputation avec de la rating and review, donc les fameux avis en ligne, on n'a pas besoin d'avoir 500, 1000, 3000, 100 000 abonnés. On a tout simplement cette capacité à rédiger un avis, mettre une petite étoile, partager son expérience de manière authentique et parfois même de manière anonymisée. Donc pas besoin d'être une célébrité sur le digital. Pour certaines marques, c'est même beaucoup plus stratégique. Le zéro ou en tout cas peu importe le nombre de followers, typiquement pour la marque Tena du groupe Essity, qui est positionnée sur l'hygiène féminine niche senior. Euh, il y a un fort besoin d'éducation produit. La sélection doit être ultra tactique. C'est un sujet qui peut être tabou, pas facile comment dire, relayer sur les réseaux. Donc, l'objectif, nous, c'est plutôt de se concentrer sur le one-to-one pour permettre aussi à ces individus de personnaliser l'approche en fonction des individus autour d'eux qu'ils auront estimé faire partie de la cible, en tout cas concernés par le bénéfice du produit, et vraiment leur donner les clés pour qu'ils puissent adopter les éléments clés du discours, les éléments de la marque, les caractéristiques du produit et leur laisser complètement faire ce travail, en tout cas en one-to-one. Et ça peut être également le cas, encore une fois, en ligne, pour, par exemple, partager des expériences de manière anonyme sans ce côté tabou, pour typiquement des conversations, discussions sur des forums, encore une fois des avis en ligne. Le offline aussi, pour des objectifs de vente, ne nécessite pas d'avoir, des centaines de milliers, d'abonnés sur Instagram. Typiquement, on a le cas de la marque, Illy qui fait beaucoup d'échantillonnage sur nos plateformes, où là, on peut activer, jusqu'à, 15 000 personnes nano-influenceurs. Leur seul objectif, c'est d'essayer le produit, donc correspondre aux critères de la marque, des critères qui ne sont pas nombre de followers, mais plus sociodémographiques, habitudes de consommation, etc., lifestyle, et ensuite de pouvoir distribuer des échantillons et driver du trafic en magasin pour impacter les ventes. Donc, en clair, le zéro follower chez nous fonctionne puisqu'en fonction des enjeux de la marque, que ce soit en offline ou online, il y a certaines mécaniques, certains canaux qui fonctionnent extrêmement bien, qui parfois peuvent être même plus smart, plus efficaces.
Alors, on a parlé de alors déjà, je vais répondre à la question d'Amélie. Alors Amélie, on ne rémunère pas les nano-influenceurs, on va y revenir. On va vous expliquer comment se déroule une campagne, mais je vais poursuivre mon fil conducteur. Est-ce qu'on peut on a évoqué les cas spécifiques, donc avec le cas Athéna, Ellie, et cetera. Est-ce qu'il y a d'autres objectifs généraux qu'on peut assigner à une campagne de nano-influence et quels sont-ils? Voilà, à quoi sert la nano-influence très concrètement, Delphine? Alors, il y a énormément, d'enjeux et d'objectifs marketing. On a les classiques, notoriété, engagement, recrutement, fidélisation, vente. Après, la grosse valeur ajoutée de la nano-influence, c'est, travailler la préférence de marque. On a un peu ce double bénéfice, de recruter, fidéliser à la fois, grâce à ces tiers de confiance qui vont encore une fois relayer des messages sur base d'expériences vécues et vraiment de manière ultra authentique, sincère, qu'on travaille vraiment la préférence. Ça permet aux marques d'être non seulement, vues, écoutées, mais vraiment entendues avec attention, et comment dire? Rappeler, enfin on va mémoriser beaucoup plus facilement et on va pouvoir, davantage s'identifier et donc transformer. Donc il y a ce côté action qui est hyper, important dans la nano. On n'est pas, juste à faire, du bruit, du blabla, de la conversation. On va vraiment, avoir cet effet conversion, cet effet action et à court terme. Ça, c'est également permis par, justement le fait qu'on ne rémunère pas au grand jamais les nano-influenceurs, aucune incentive, aucun biais, en tout cas pas, chez Territoire Influence sur notre base trnd.fr. On est vraiment sur un principe hyper puriste parce que c'est ce qui va permettre d'assurer la caution de marque, de crédibiliser des communications, des messages marketing et cela peut très bien vivre en complémentarité avec, encore une fois, ces autres profils micro, macro ou stars qui sont peut-être plus influents, plus créatifs, plus talentueux, et qui, eux, pourront être rémunérés, pour, cet aspect, professionnel. En tout cas, voilà, ça, c'est les différents, enjeux. Ils ont été confirmés par, des grands instituts type, Kantar qui a élu, en 2020, la recommandation et le bouche à oreille, touchpoint numéro 2 dans le monde, parce que tiers de confiance, mais également, parce que ultra impactant pour la marque, son equity, son capital de marque, tout au long, de ce qu'on appelle l'advocacy journey ou de la prise de décision, de la considération jusqu'à l'achat, la recommandation, génère des actions, génère des conversions. On a également mené plein d'études avec d'autres partenaires type, IRI, pareil à travers, l'Europe, sur plus de 40 campagnes qui a testé d'un ROI médian de 4 €. Avec Wilkinson, on l'avait même dépassé à 5 €. Donc pour tout euro, investi dans cette opération, 4 € générés, à 3 mois, donc ultra court terme. On a également, enfin plein d'autres cas. Là, je vous cite beaucoup de grandes consommations et beaucoup de cas FMCG. Évidemment, la nano-influence, se décline et se travaille pour l'ensemble des secteurs d'activité. Donc on le voit sur l'automobile, mais également l'high-tech, le luxe, les services banque assurance et cetera. Ce n'est qu'une question d'adaptation, donc on peut aussi répondre à tous ces enjeux de marque et tous ces, objectifs. C'est qu'une question de, ajustement typiquement sur de la volumétrie. Nous, en moyenne, on travaille, de 50 à, 20 000, participants. Enfin, on a vraiment des fourchettes extrêmement, larges. Si on est, sur un cas comme, l'année dernière avec LG sur, des opérations frigo qui coûtent, plus de 1 000 €, évidemment, on ne va pas pouvoir envoyer, 1 000 frigos. Donc on va se concentrer sur des volumétries, typiquement 20 personnes qui vont plutôt se concentrer sur de la rating and review ou des contenus, très spécifiques. Pour tout ce qui est banque assurance, par exemple, les services qui n'ont pas de biens tangibles physiques, on va créer des expériences virtuelles. On avait typiquement avec AXA, pris l'angle de la co-création qui avait généré du bouche à oreille et également, permis à la marque de collecter des insights et de pouvoir ajuster tout son plan de com et médias, sur un produit bien particulier. Voilà, donc en bref, la nano répond à énormément d'enjeux, mais favorise vraiment la préférence, de marque. Merci Delphine. Je crois qu'Éric, vous êtes d'accord sur, l'immense champ des possibles de la nano avec, Delphine. Alors vous, vous pratiquez l'incentive et la dotation. Ça marche, je crois, tout aussi bien. Quels sont les objectifs que vous attribuez régulièrement, à des campagnes? Oui, bah, effectivement, alors je rejoins ce qu'a dit Delphine et elle a été, enfin, elle a bien détaillé sa réponse. Donc, j'ai beaucoup de choses qui vont être similaires, mais en gros, dans les objectifs, on a toute cette partie volume, en fait, échantillonnage digital. C'est vraiment la nano est souvent perçue comme ça, et c'est vrai que la même chose, on fait des campagnes de 500 à 10 000 participants, donc ça peut être un vrai levier d'échantillonnage. Et là, on a un côté volume et ROI, pareil. Donc, on a tout ce qui est offre promotionnelle qu'on va pouvoir placer dans les box. Et c'est vrai que dans l'agroalimentaire, par exemple, on a un taux de transfo qui se trouve entre 20 et 40%. Donc, on a un vrai ROI
et même la possibilité de générer du trafic en point de vente, que ce soit en grande surface ou des magasins spécialisés. D'ailleurs, on a travaillé avec Lancôme l'année dernière, donc, qui appartient au groupe L'Oréal, justement. Donc, comme quoi même la nano s'invite dans le luxe également. On peut jouer sur tout ce qui est recrutement de conso. Vraiment, on a une très grosse communauté, donc on va jouer sur ce côté volume, encore une fois, pour avoir des nouveaux inscrits, des nouveaux adhérents. C'est ce qu'on va faire avec du pool PO qui propose du cashback. Toute la partie, bien sûr, reviews, qui est super importante, de plus en plus demandée pour améliorer le référencement des produits en ligne. Donc ça, c'est en fonction là, des demandes spécifiques des clients et des sites. On va essayer en tout cas des offres sur mesure. Et bien sûr, la création d'UGC. Donc UGC, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire User Generated Content, avec mon très bon accent anglais. Et donc, ici, l'idée, c'est de générer beaucoup de contenu par les consommateurs et de pouvoir le réexploiter. Et là, on a des exemples comme Hasbro, qui, par exemple, avait un spot télé la marque le trouvait trop froid, en tout cas pas assez authentique justement par rapport à la marque. C'était un film américain. Et du coup, on a utilisé cette campagne nano pour récupérer l'UGC et en faire un film promotionnel à la marque qui, du coup, pouvait passer en télé. Donc, on voit les objectifs sont extrêmement différents. Alors, on a parlé effectivement d'échantillonnage massif digital. Je me rappelle, j'avais fait une table ronde il y a 2 ans. On me dit on peut tout faire sauf échantillonner de la voiture. Nissan l'a fait avec vous. Donc, je m'adresse à Thomas parce qu'effectivement, vous avez, enfin en tout cas, les contraintes logistiques, un peu comme l'opération LG dont vient de nous parler Delphine pour Territory, les contraintes logistiques ne vous ont pas effrayé. Et donc, vous avez vous-même, Thomas, échantillonné des voitures dans le cadre d'une campagne de nano-influence avec la plateforme. Vous, est-ce que vous pouvez nous raconter cette opération? Peut-être qu'on peut même démarrer, si Romain, mon binôme technique, est d'accord, par la diffusion d'un film. Je vous propose de couper le son, sinon vous risquez de l'entendre très très fort dans vos baffles. On peut peut-être passer ce film, Romain? Non, on ne peut pas passer ce film. Donc en fait, Thomas, je vous donne la parole pour nous expliquer comment s'est passée la campagne Nissan. Alors, donc on l'a dit tout à l'heure, nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs. On a toujours eu à cœur de rendre accessible cette mobilité électrique à tous. Il faut se remettre dans un contexte où nous étions il y a quand même quelques années. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je crois que, alors si je prends les chiffres du marché français de mémoire, on devait être à peu près 8% de véhicules électriques vendus sur l'année 2020. On se remet en 2015-2016, on était plutôt sur des seuils en dessous de 1%. Donc, on avait vraiment cette volonté d'aller plus loin. Le vrai sujet, c'est comment on le fait découvrir. Alors, nous, on le fait déjà en concession, mais il faut déjà se rendre en concession. Et on l'a dit, il peut y avoir un petit peu de frein parce que c'est une démarche qui est plutôt commerciale. Et on avait vraiment envie de pouvoir faire des essais grandeur nature, mais quelque chose vraiment marquant. En concession, on peut déjà emprunter une voiture pour un essai, on peut la prendre sur un peu plus longue durée, on peut emprunter une voiture pour 24 heures, 48 heures pour s'assurer que ça correspond à son usage. Mais nous, on voulait faire vraiment quelque chose de différent. On s'est dit, OK, et si on faisait des essais grandeur nature qui durent quelque chose comme 2 ou 3 mois. Et donc, on a mis à disposition, on avait 45 voitures, donc la Nissan Leaf, qui est une berline familiale avec 5 portes, 5 places, un grand coffre. Et on avait aussi le INV 200, qui est un véhicule 7 places pour familles nombreuses, qui est aussi 100% électrique. Et donc, on s'est adossé avec vous pour trouver comment on allait pouvoir le rendre possible. On a pris vous parce que une start-up française qui avait déjà travaillé avec des belles marques, donc on était plutôt en confiance. Nous, on est très impliqués sur le marché français. La Nissan Micra, je pense que le nom, tout le monde le connaît, est fabriquée en France aujourd'hui. C'était quelque chose auquel on était attaché. Et début 2016, donc on a eu cette idée de rendre ça possible. Donc, on a réfléchi comment on pouvait monter ça ensemble et ça s'est passé très vite parce que l'opération a duré entre mai et juillet 2016. On peut peut-être essayer de lancer la vidéo là. En coupant chacun notre micro pour éviter les échos, me demande en régie Romain. Allons-y. Allons-y. Bon, alors ça ne fonctionne pas. En attendant, Thomas, j'aurais bien aimé avoir les résultats de cette opération.
Ah, ça fonctionne, d'accord. Bon. Bon, un petit souci technique de mon côté, je ne l'entendais pas. Enfin, je n'ai pas vu la vidéo, je l'ai vue avant la préparation, mais je ne l'ai pas vue. Est-ce que j'ai récupéré tout le monde? Oui. Voilà. Alors, du coup, voilà, moi, je suis très intéressée parce que vous avez des résultats absolument incroyables cette opération. Est-ce que vous pouvez me les raconter? Oui, bien sûr. Donc, on a lancé cette opération avec, donc vous l'avez vu, le prêt d'un véhicule, et on a monté un certain nombre de challenges. L'idée, c'était vraiment de le faire avec des vrais gens. On a nos ambassadeurs, mais là, on était sur une opération de conquête, donc les gens étaient libres de pouvoir s'inscrire. De mémoire, on a eu plus de 800 personnes qui s'étaient inscrites. Alors, ça paraît peu comme ça, mais en fait, l'opération était donc, on avait cet aspect logistique à gérer, donc notamment mettre à disposition la voiture. Là, on a fait cette opération donc à proximité de la région parisienne, tout simplement parce que pour la plupart des gens, c'était le premier contact avec le véhicule électrique. Euh, et donc, on voulait éviter de mettre les gens en situation inconfortable. Il faut se dire qu'à l'époque, on était sur des voitures qui avaient des autonomies de 100 à 160 km. Aujourd'hui, la Nissan Leaf fait jusqu'à 385 km, donc on a doublé l'autonomie. Ça convient parfaitement pour tous les jours. Les gens font en moyenne 29 km par jour. 80% d'entre eux font moins de 50. Malgré tout, on voulait éviter de mettre quelqu'un qui venait de Marseille en difficulté parce que son premier trajet aurait été de rentrer chez lui. Donc, on a reçu les gens, on a mis les voitures à disposition et les résultats étaient assez incroyables parce que vous donnez un exemple, ce que vous avez vu là, c'était le défilé, donc ce cortège zéro bruit, zéro émission sur les Champs-Élysées. En fait, on les a invités pour lancer l'opération. On a loué une salle de cinéma et on leur a diffusé le film La Revanche de la voiture électrique. Pour ceux qui connaissent, c'est un film qui n'est plus tout jeune, mais qui est assez rigolo. On voit d'où il partait, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et on a proposé aux gens de venir. On leur dit voilà, venez avec vos familles, venez avec vos amis, qui donc encore une fois hein, tout cet esprit autour de la nano. Euh, Venez avec votre entourage et puis on passe un moment ensemble. Et ils sont tous venus. Ils étaient enchantés de faire ce défilé sur les champs, organisé un peu comme ça. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que pour animer cette opération, l'idée c'était de leur montrer qu'on peut rouler avec une voiture électrique. Donc on a pris des gens qui en avaient quelque part un besoin, qui l'utilisaient pour aller au travail, qui l'utilisaient voilà pour la vie de tous les jours. Mais on voulait aussi faire la démonstration que ça fonctionne parce que c'est le cas de nos clients. Nos clients électriques aujourd'hui sont ceux qui roulent le plus dans notre marque. Nos clients voitures, nos clients Leaf en moyenne font, je parle de cette Leaf-là, donc cette première génération Leaf avec l'autonomie un peu plus réduite, font en moyenne 17 000 km par an, alors que nos clients Qashqai en font en moyenne 12 000. Donc ils roulent beaucoup plus. Donc on voulait montrer que c'est pas que pour la ville, c'est vraiment fait pour les gens qui roulent. Et donc on avait mis quelques challenges. Par exemple, notamment le challenge principal qui était le premier qui arrive à faire 5000 km avec la voiture, la garde. Et c'est des voitures qui étaient en version haut de gamme avec du cuir, etc. Donc c'était plutôt un beau cadeau. Et les gens ont fait des choses absolument fantastiques. On a l'un d'entre eux qui, avec la version 7 places, donc la voiture pour famille nombreuse, a fait un aller-retour jusqu'en Espagne. Celui qui a gagné la Leaf a fait les 5000 km en moins d'une semaine. Il s'agit pas juste de rouler, c'est des voitures électriques, il faut les recharger. Donc imaginez-vous, encore une fois, en 2016, ce qu'on pouvait en être. Donc voilà, l'agence a vraiment été assez fantastique pour trouver des challenges et des choses sympas. Et nous, ça nous a permis de réexploiter le contenu. Donc les résultats majeurs pour nous, alors évidemment la notoriété, c'est quelque chose qu'on a beaucoup relayé. On a pu réexploiter le contenu. Vous avez vu les photos et les vidéos. Euh, L'objectif était évidemment donc en notoriété, c'est un indicateur temps long, donc c'est toujours difficile d'avoir le résultat, mais on a eu surtout beaucoup de retours d'expérience. Et je vais donner un dernier résultat qui était probablement le plus surprenant. Lorsqu'on a mis la voiture à disposition, on a des gens qui nous ont dit mais nous on voudrait savoir si jamais on gagne pas, est-ce
qu'on pourrait quand même garder la voiture, la racheter. Alors non, c'était pas du tout posé la question, parce qu'on n'a pas fait ça pour vendre ces voitures. On avait ce pool de voitures à disposition et on voulait pouvoir en faire une expérience. Donc on a dit ok, effectivement, pas de problème, vous pouvez racheter la voiture, on vous fera une offre évidemment avantageuse, mais vous pouvez la racheter. Et on a 10 voitures qui ont été gardées par les utilisateurs. Donc on est sur quelque part un taux de transfo qui est assez fantastique pour des gens qui ne connaissaient probablement au départ pas la voiture électrique. Et ça montre bien au final que l'essayer, c'est l'adopter. Donc on a, nous, notre programme ambassadeur, ce sont déjà nos clients, mais cette partie bouche à oreille en conquête est quelque chose d'essentiel. Merci Thomas. Beau succès. Delphine et Eric, est-ce que vous pouvez revenir sur la méthodologie des campagnes de nano un peu plus traditionnelles? Voilà, comment ça se passe une campagne de nano concrètement? Je vais d'abord laisser la parole à Delphine. Merci Vanina. Alors il y a deux options, 2 grandes pistes, et tout dépend de est-ce que la marque a un enjeu CRM, un enjeu data? Du coup, ça va rejoindre aussi, le cas de Nissan avec les clubs ambassadeurs ou les programmes ambassadeurs. On opère également marque blanche, donc on peut créer des communautés, de zéro ou appuyées, de bases existantes. C'est le cas pour Procter & Gamble depuis plus de 12 ans partout en Europe, Beiersdorf en Allemagne depuis 10 ans, plus de 5 ans avec Nestlé en France. Donc si on a cette création de communauté, on ne va pas évidemment avoir la même approche, la même mécanique et la même méthodologie, d'activation de la nano-influence et évidemment la durée va également, énormément varier puisqu'on est habituellement sur ces mécaniques, sur des plans annuels intégrant du community management et cetera. Donc je vais pas détailler cette mécanique-là puisqu'elle est très ad hoc, très sur mesure, très unique. Mais la nano-influence au sens campagne du terme, sans, data, est appliquée sur nos communautés en marque propre comme TRND pour la France avec plus de 700 000 membres qualifiés et enregistrés, 700 ce serait un peu juste, 700 000 et plus de 5 millions en Europe pour les principes de plans multi-pays ou en tout cas des campagnes internationales avec Territory Influence. Donc ça fonctionne avec un principe d'appel à candidature. Donc on va, dans le cadre de chacun de nos projets, donc pour le lancement de chacune de nos campagnes, peu importe la marque, la catégorie, et cetera, créer ce qu'on appelle un site de campagne sur trnd.fr ou un espace projet. Et on va demander à toutes les personnes intéressées ou qu'on aura présélectionnées en fonction des critères de ciblage de la marque, de remplir ce questionnaire qui est très détaillé, donc qui peut faire plus de 25 questions avec des approches quantitatives mais également qualitatives. Donc à la fin de chacun de ces questionnaires, vous allez retrouver un peu un champ de motivation comme dans un process RH où il va falloir un petit peu pitcher pourquoi demain je serai l'ambassadeur ou l'ambassadrice idéale pour telle marque, se projeter dans l'expérience, ce que je ferai du produit avec mes proches, etc. Bref, détailler un petit peu la mécanique pour que nos chefs de projet, puisque tout repose aussi sur une expertise humaine, hein, on travaille des humains avec des humains, vont pouvoir rentrer dans les détails et se projeter sur la sélection qui est cruciale pour le bon déroulé de la campagne et surtout pour assurer l'expérience. Typiquement, on parlait d'électroménager tout à l'heure avec LG. Si on sélectionnait des personnes qui n'avaient pas, par exemple, de manière hyper pratique, de la place dans leur cuisine pour héberger cet énorme frigo, on aurait eu des problématiques. Donc il faut pouvoir se projeter sur les univers et les environnements, comment ça va se dérouler, etc. etc. Quand l'étape de sélection est passée, on va ensuite les équiper. Donc quand on est sur du produit tangible, physique, typiquement un produit de grande consommation, on va construire une box de marque et on va y mettre dedans donc des produits pour vivre l'expérience, mais ça peut être également des goodies pour événementialiser un petit peu plus cette expérience, également du print, typiquement des flyers, sorte de guide de projet pour davantage travailler l'éducation du produit, développer les usages, inspirer, donner des guidelines pour du content, etc. Ou aussi des flyers à distribuer à son entourage qui peuvent intégrer des bons de réduction pour également cette mécanique de drive to store, trafic magasin, donc vente. Donc on a cet équipement. Quand l'équipement est réalisé, donc on accompagne les individus, les nano-influenceurs, dans l'expérience du produit. On va les accompagner avec des principes de newsletter. On peut également activer un blog sur notre site de campagne hébergé sur trnd.fr pour, via création de content, encore une fois, les inspirer, illustrer les différents challenges, les différents défis. En bref, leur donner les clés pour réaliser au mieux leur mission qui peuvent se dérouler, généralement sur une période de 4 semaines. Donc
donc 1 mois. Encore une fois, en fonction des produits, on va s'adapter. Un produit typiquement pharmaceutique avec un protocole de 6 mois pour avoir un impact, donc une démonstration d'efficacité, clairement ne pourra pas être viable sur une période d'1 mois, donc on va adapter ces durées. L'objectif après la réalisation des différentes missions, donc elles peuvent être bouche à oreille pour le offline, réseaux sociaux, donc post, content, review, collecte d'insights à travers des sondages, va déboucher sur un questionnaire. Donc on a systématiquement cette approche, puisqu'ils ne sont pas rémunérés, on a systématiquement cette approche du collaboratif, donc leur demander un retour d'expérience beaucoup plus détaillé, du feedback, de l'insight. On va créer tout un tas de claims qui vont permettre à la marque de comprendre davantage les motivations, les freins, ce qu'il s'est passé. Et c'est cet angle, cette approche qui permet aussi aux consommateurs, aux nano-influenceurs, de justifier un peu de cette collaboration, puisque nous, notre approche, encore une fois très purée sur la nano, sans biais, sans incentive, c'est la marque souhaite collaborer avec vous, elle veut votre avis, non seulement le partager autour de vous, mais surtout l'avoir dans un premier temps pour comprendre et faire mieux dans le futur. Donc il y a cet aspect un peu co-création, co-développement, co-amélioration, où on place le consommateur à un même niveau sur une égalité parfaite avec la marque. Ce sont deux partenaires, deux parties prenantes. Évidemment, le tout est analysé, mesuré. On a des dashboards qui permettent en temps réel aux marques, aux annonceurs de suivre le tout et on conclut avec une présentation de résultats qui permettent non seulement de connaître les chiffres et les insights, mais également d'avoir de la recommandation, donc du conseil sur comment réutiliser par exemple tous les contenus, donc ce qu'on appelle un peu le media leverage pour capitaliser sur la durée de tout ce qui a été généré lors de la campagne pour continuer encore une fois à crédibiliser, humaniser la communication des marques. Merci Delphine. Vous me disiez qu'on allait de 150, un fichier de 150 jusqu'à 20 000 influenceurs. Eric, enfin nano-influenceurs. Eric, vous êtes dans une même stratégie de conseil, mais vous agissez de manière différente avec un parti pris autre qui est celui de capitaliser sur l'incentive et la compétition et le ludique. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter ? Oui, avec grand plaisir. Mais alors déjà, c'est vrai que pour commencer, même chose, en tout cas chez vous, on va travailler en marque blanche ou sur la plateforme, donc vous. Et c'est vrai qu'en tout cas avec la même méthodologie, mais on peut donc soit créer une plateforme marque blanche ou un club ambassadeur. Donc je vois par rapport à la question, par rapport au B2B, donc, il est tout à fait possible de travailler en B2B comme en B2C, bien sûr, qui est plus simple, mais en tout cas, les deux sont possibles. Et ensuite, sur la plateforme, c'est vrai que notre parti pris, ce qu'on veut, c'est un peu casser les codes et jouer sur la gamification, le côté ludique, qui est pour nous super important. Parce que quand on regarde les chiffres du baromètre de l'influence, on a 90% des 18-34 ans qui sont adeptes des challenges. Et on voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, tout ce qui est jeux concours, etc., fonctionne extrêmement bien et même de plus en plus. TikTok, voilà, l'illustration parfaite du côté challenge. Et donc, on va vraiment aller alimenter plutôt cette mécanique. Là où sur des micros, des macros, on va pouvoir faire des briefs. Sur les nanos, c'est différent. Encore une fois, ce sont des consommateurs lambda. Ils ne sont pas experts du discours marketing. Donc, on va plutôt aller sous l'angle du fun et des challenges. Comme disait Thomas, donc ce qu'on a pu faire pour la Nissan Leaf. Et ce qu'on veut surtout, c'est qu'on va scénariser le contenu. C'est un retour des marques, souvent, c'est que le contenu UGC ne sera peut-être pas suffisamment qualitatif, en adéquation avec leurs attentes pour pouvoir le exploiter. Et donc, le fait de mettre des défis va nous permettre d'orienter ce contenu. Je reprends encore l'exemple de Dyson, mais c'était leur souhait, c'est-à-dire qu'ils ont du contenu, ils ont beaucoup de contenu, très pro, là-dessus, il n'y a aucun problème. Par contre, d'avoir du contenu un peu plus viral, un peu plus engageant et plus personnalisé, c'était ça tout l'enjeu de la campagne et ça a vraiment cartonné. Donc pour ça, il y a évidemment la partie inscription qui, comme pour Delphine, même chose, on passe par du questionnaire consommateur. Donc en plus de l'analyse, bien sûr, des réseaux sociaux de chaque candidat, on va regarder tout ça, avoir des comptes publics, des vrais gens qui ont du contenu personnel avec de l'engagement sur leur contenu, justement, c'est ce qu'on veut. On va aussi avoir cette analyse quanti-quali de ce questionnaire qui va être dédié à la marque et à ses enjeux. On va ensuite proposer cette mécanique donc, de pique-nique, d'apéro, enfin de jeunes, de thèmes, même par rapport à l'assurance. Je voyais une autre question, on a travaillé pour la Maïf, on a fait 3 campagnes avec des thèmes hyper fun. On a créé une tempête de neige à domicile, par exemple, pour une campagne pour parler d'accidents de sport d'hiver, avec des box qui contenaient des luges, des casques, des couvertures de survie, de la fausse neige, des sapins, enfin tout pour évidemment mettre le boxon chez soi, sachant qu'évidemment on ciblait les jeunes, donc voilà, pour être en adéquation avec la cible. Et derrière tout ça, on va bien sûr envoyer la box donc chez les consos qui vaut en moyenne entre 30 et 50 euros, mais là encore ça peut varier
J'ai l'exemple d'Electrolux, pour qui on a envoyé des cuisines directement chez les consommateurs. Donc là, c'était une magnifique dotation. Et qui là aussi nous a obligés à analyser les consos, de savoir un petit peu où est-ce qu'ils habitaient, quelle taille de cuisine, est-ce qu'on pouvait installer, puisque toute l'installation était comprise, sinon ce serait un peu un cadeau empoisonné. Donc il y a beaucoup d'analyses par rapport à ça. Et ensuite, nous, on va analyser le contenu photo, vidéo, donc produit sur les contenus sur les réseaux sociaux, et on va le noter. Donc chaque ambassadeur a une note qui est faite sur plusieurs critères, soit la qualité du contenu, la quantité, l'engagement, les hashtags, les questionnaires consommateurs dont Delphine a pu parler en fin de campagne, bien sûr, le fait qu'ils soient remplis. Et toute cette note donne une note globale à l'ambassadeur qui peut suivre, bien sûr, en temps réel avec ses proches qui ont partagé l'expérience. Et à la fin, le meilleur ou la meilleure va gagner une dotation qui peut être, bien sûr, comme pour Carrefour, un caddie offert ou un voyage. Ou, voilà, ça dépend énormément. Et on peut rajouter d'autres incentives si elle correspond à la mécanique et qu'on veut un coup de cœur de la marque ou des choses comme ça qu'on veut mettre en avant, des recettes, les plus belles recettes, voilà, en fonction un petit peu du contenu qu'on souhaite générer. Là-dessus, donc toujours pas de rémunération, bien sûr, des ambassadeurs, ça c'est sûr. Et on est sur une durée moyenne, là aussi, de 2 mois environ de campagne, mais qui peut être plus long. Delphine parlait aussi du médical, c'est la même chose chez nous. On a travaillé pour les laboratoires Urgo, par exemple, où on est sur du complément alimentaire et il faut qu'on voit les effets dans le temps. Et donc, avec des missions au quotidien. Donc voilà, aujourd'hui, accompagnez vos enfants à aller à l'école avec du contenu. Le lendemain, faites un gâteau d'anniversaire pour vos enfants. Voilà, des expériences aussi très souvent entre parents et enfants qui fonctionnent extrêmement bien de notre côté. Merci beaucoup. Alors, en fait, on va arriver aux 2 dernières questions qu'on passera assez rapidement pour la suivante. Je ne laisserai la parole qu'à Thomas pour pas trop déborder sur le fil. On peut avoir une question ou une crainte sur le grand jeu de la Thomas. C'est-à-dire les marques ne prennent-elles pas un risque en s'exposant comme ça aux consommateurs de manière publique? Quel est votre avis sur le sujet? Alors, je vais aller très vite. Je pense que la première chose, c'est que si notre produit est bon, on n'a pas à avoir peur de la transparence. Et la deuxième chose, c'est, je pense, on en revient à l'essence du marketing. Le marketing, ce n'est pas survendre. Le marketing, c'est vraiment s'assurer qu'on identifie le bon client auquel notre produit va correspondre. Et donc, tous les attributs de notre produit qui vont marcher avec nos clients. De toute manière, il y a 20 ans, les sources d'informations pour les clients étaient assez faibles. On était obligé d'aller en point d'achat ou on lisait la presse spécialisée. Aujourd'hui, les clients ont accès à absolument tout avec Internet, avec les réseaux sociaux, même à travers les régions. Et donc, il n'y a aucun intérêt à ne pas être transparent. Donc, pour nous, ça fait partie des choses qui sont essentielles. Il y a quelques années, on avait même utilisé la plateforme Review pour avoir de la notation des clients de nos véhicules et on les mettait en direct sur notre site web. Donc, les utilisateurs des voitures notaient sur une plateforme indépendante nos voitures. Donc, c'était pas une notation interne. Donc, voilà. Je pense que ça fait partie des enjeux, mais on ne peut plus ne pas être transparent. C'est hors de question. Et les agences m'avaient également confié en préparation que les accidents ou le bashing étaient rarissimes dès lors qu'on était dans une démarche de co-création et de volontarisme. Alors, je laisserai justement le mot de la fin à ces 2 agences. Même demande que pour L'Oréal et le site français. Est-ce que vous avez des conseils à donner à notre auditoire pour réussir sa campagne de nano-influence ou en tout cas pour balayer des idées reçues liées à la nano-influence? Je laisse la parole à Delphine. Merci Vanina. Alors oui, rapidement, le premier, c'est vraiment lâcher prise. Mariska en avait déjà parlé pour le compte de L'Oréal. Faites vraiment confiance aux experts ou en tout cas à ces vrais gens qui connaissent leur communauté, leurs audiences, qui savent s'adresser, qui connaissent les bons mots pour faire passer un message. Donc vraiment, faites confiance, lâchez prise sur la qualité des contenus. Si vous voulez un brain safety maximal, orientez-vous plutôt vers les micros, les macros. Et dans ces cas-là, travaillez la complémentarité pour avoir cette authenticité. Également, différenciez bien ce levier qui est 100% humain d'un levier traditionnel média. Donc, réfléchissez bien au KPI. On en a parlé également avec le slip français tout à l'heure. Et enfin, stop au cliché. La nano-influence n'est pas forcément cheap, puisque même s'ils ne sont pas rémunérés, et ça vraiment, il y a zéro incentive, j'insiste en tout cas chez nous, le coût logistique, la volumétrie, quand on a 20 000 influenceurs à gérer en quasi one-to-one avec des chefs de projet et 20 000 box à envoyer avec tout ce que ça peut impliquer, ce n'est pas forcément, en tout cas moins cher qu'une action micro ou macro. Donc, réfléchissez bien à quels sont vos enjeux et n'allez pas sélectionner la nano en pensant que c'est la version entre guillemets abordable de l'influence marketing.
Merci pour les beaucoup. conseils. Eric, vous aussi, vous aviez quelques conseils à donner? Oui, alors c'est vrai que le premier point, c'est qu'effectivement, on a des retours de responsables marketing qui nous disent oui, non, le problème de la nano-influence, c'est que c'est moche. En gros, si je résume, hein. Donc oui, enfin non, en fait, c'est vrai que la nano-influence, ce ne sont pas des professionnels, c'est vrai, mais ce sont les vrais consommateurs. Et on est à une époque où justement, on peut plus se permettre de faire juste un plan télé, de diffuser des acteurs, des mannequins et autres. Les gens n'y croient pas. Et ce qu'on veut, c'est l'authenticité. Mariska l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le côté proximité. Et en fait, c'est un cercle vertueux. Et l'influence peut être liée aussi aux social media. Et là, c'est le moment où on a vraiment tout compris et que ça fonctionne le mieux. Et donc, de pouvoir transformer les consommateurs en ambassadeurs de marque, réexploiter leur contenu, ça va nous permettre de créer de l'engagement avec les communautés et demain, qu'elles participent davantage justement sur les réseaux des marques, qu'elles puissent augmenter la taille de la communauté, ce qui est souvent quand même leurs enjeux au quotidien. Donc au contraire, faire confiance, utiliser le bon contenu. Après, il y a plein de solutions, en tout cas, pour améliorer le contenu. On parlait de films professionnels. Il y a aussi, bien sûr, la possibilité de mixer nano et micro, et macro, bien sûr, c'est ce qu'on fait de plus en plus et qui nous permet justement de créer des fils rouges. Donc ça, c'est un vrai point fort et qui nous permet aussi de mélanger les objectifs à toucher à la fin. Et puis le dernier point, c'est en tout cas de ne pas avoir trop de messages à vouloir diffuser au sein de la même campagne, puisque parfois certaines campagnes, enfin de marques, pardon, nous demandent de miser sur le prix, le goût, les recettes, enfin voilà. Et donc là, ça devient un peu trop complexe pour les consos. Donc il faut avoir une idée claire qu'on puisse leur transmettre, que eux la partagent avec leurs proches. Et là, ça fonctionne très bien. Oui, j'ai tendance à dire que c'est peut-être un peu le problème des briefs en général. Je vous remercie tous les trois pour cette table ronde. Peut-être effectivement répondre aux deux dernières questions qui étaient un coût approximatif pour une campagne de 2 mois ou travaillez-vous avec des influenceurs sur Facebook, en sachant que je pense que vous aurez du mal à donner le coût approximatif. Oui, là, le coût, en fait, va dépendre de la volumétrie. Premier point, c'est est-ce que vous avez 500 ambassadeurs, 10 000? Donc forcément, cet enjeu de volume a un impact sur le prix. Et puis aussi, derrière, c'est la dotation. Qu'est-ce qu'on envoie dans les box? Est-ce que ce sont uniquement des produits ou est-ce qu'on envoie une box qualitative, pardon, voilà, de voir où est placé le curseur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour commencer, on a des budgets qui sont très abordables. Voilà. Et puis l'autre point sur Facebook, bien sûr, donc travail sur Facebook qui reste le réseau qui connecte le plus les Français, il faut pas l'oublier. Donc c'est essentiellement Facebook et Instagram de plus en plus, voilà, plus majoritaire, mais Facebook est clairement aussi une référence. Quelque chose à dire sur Facebook, Delphine? Ou Oui, sur le coût d'ailleurs? Oui, merci pour compléter sur cette dernière partie. Donc chez Territory, en fait, nous, on se fixe vraiment pas de limite, hein. On a 0 frein en interne. C'est ce qu'il faut, je pense, retenir de cette intervention. Le pouvoir de l'influence n'a pas de limite, n'a pas de frontières, du coup, nous non plus. Donc oui, Facebook, mais aussi Instagram, TikTok, Snapchat, Pinterest, YouTube, Twitter, Twitch? bref, Twitch. On a parlé de Twitch. Clubhouse demain, voilà, on est ouvert à toutes ces nouveautés, toutes ces plateformes, on s'adapte. C'est qu'une question, voilà, d'agilité et d'avoir, les bons experts en interne pour accompagner, conseiller, les marques et implémenter ces stratégies, co-créer ensemble. Donc oui, on ne se fixe 0 limite, offline, online, social media, études, co-création, voilà, pour répondre à la question. Et côté budget, ben, je rejoins Eric, hein, c'est un peu similaire. La volumétrie va énormément faire varier le prix. Également, tout ce qui peut être autour de la box et de l'expérience, donc ce qu'on va y mettre dedans, mais également l'aspect mission, hein. Si on ne fait que du online ou du offline, les 2, si on rajoute une grosse brique étude, ça va, forcément faire varier, le budget. Donc, je vous conseille, bah, de nous briefer, de nous challenger et de comparer et de voir, ce qui vous semble être la meilleure, des stratégies. Merci à vous 3 en tout cas. C'en est fini pour cette partie exploratoire de la semaine de l'influence. Place au Grand Prix demain à 11h pour ceux qui sont intéressés. Vous pourrez vous inscrire sur le site Stratégie. Merci encore à Delphine, merci à Eric, merci à Thomas pour le temps de préparation que vous nous avez accordé pour les essais techniques. Et je vous dis à tous au revoir et à demain pour l'auditoire sur le Grand Prix Stratégie de l'influence. Au revoir. Merci Vanina, Merci. merci à tous, Merci bonne beaucoup. journée, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.